Vous êtes bien sur Judaïk FM, la radio du judaïsme français. Bonsoir à tous, bienvenue en cette soirée tout à fait particulière. C'est une soirée électorale, bien sûr, les Israéliens ont voté tout au cours de cette journée. Je suis accompagné pour décrypter cette soirée d'Eva Soto. Bonsoir Eva. Bonsoir. Vous allez nous présenter dans quelques instants les premières estimations qui vont tomber à la fermeture des différents bureaux de vote en Israël, et aussi de Gil Michaeli. Vous êtes directeur général du magazine Causeur. Vous titrez d'ailleurs sur Michel Onfray et sur Alain Finkielkraut avec un bel entretien et un beau texte d'Alain Finkielkraut pour ce 17e numéro du magazine Causeur. Mais tout de suite, nous allons rejoindre nos partenaires de Studio Kalita avec lesquels nous avons construit cette soirée. Ils présentent les premières estimations sur la chaîne Arutz Stem Esrei. Pour Yemina et Naftali Bennett, 7 pour les partis de gauche Avoda, Meretz, Gesher, 6 pour Israël Beitenu et Otzma qui n'a pas dépassé le seuil d'éligibilité. Donc ça, c'est le premier mid-gamme, c'est celui de Manu Geva. Il faut attendre celui de la 13. Alors dans quelques instants, on va avoir donc selon les premières. Donc il n'est toujours pas à 61. Non, mais je constate encore que les. Alors ça fait un bloc quand même de 60 pour Benyamin Netanyahou, donc on est presque à 61. C'est quand même une grande surprise. Non, mais je constate encore une fois que les députés arabes sont comptés avec Gantz, qui est absolument Bon, grotesque. mais sans parler de ça, oui, le chiffre très important que nous voyons là, c'est 60 députés pour le bloc de droite. C'est 5 de plus que la dernière fois. Et là, on est presque au plafond de verre, à 60. Les cartes seraient complètement sur la ronde, redistribuées. l'écart est moins fort, c'est 36 pour le Likoud, 33 pour Kahol Lavan, 15 pour la liste arabe unie, 9 pour le Chasse, 8 pour Yadou Torah. Mais le bloc de droite reste toujours à 60. Seulement 6 pour Israël Beitenu. Pour le calme. Voilà, ouais. 54, et Avoda, Gesher, Meretz, les 3 partis ensemble, 6 sièges. C'est vraiment la fin de la gauche historique en Israël. Pour la gauche de Kahol Lavan, qui ont obtenu 9 députés séparés la dernière fois. Les sondages leur en promettaient 10. 6, c'est un grand échec. Et Avoda qui avait 24 sièges à la Knesset jusqu'à il y a un an et demi. Belle chute. Alors d'abord, est-ce que nous sommes avec Judaïk FM? Nous sommes avec Judaïk FM. Bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Marc. Bonsoir à toutes les équipes. Nous sommes en direct avec vous. Oui. Vous avez déjà entendu d'abord les premières estimations ou il faut que nous les rappelions? Non, on vient de les écouter. Effectivement, Marc Eisenberg le soulignait à juste titre. Il y a une nette victoire du bloc de droite qui se profile. Elle aura évidemment plein de conséquences politiques qu'au cours de cette soirée, Olivier, nous allons commenter, bien sûr, sur les antennes de nos radios respectives. Bien sûr. Alors on vous laisse. Alors, on vous rappelle que ce sont des estimations. C'est d'autant plus important que tout le monde comprend que si le 60 devient 59 ou devient 61, on est dans un autre monde. Absolument. Donc, un député près, ça va compter, et donc c'est très important de voir la façon dont ces chiffres vont s'affiner, et on n'aura sans doute pas la réponse à cette question avant demain. Alors Alexis, je crois qu'on va vous laisser pour le journal d'Eva Soto. On va nous essayer de faire un petit tour de table justement pour vous avoir les premières réactions, vos réactions à ces résultats. Victoire du Likoud, visiblement. Retour donc dans le studio de Judaïk FM à Paris. Je suis avec Eva Soto. Donc Eva, les estimations viennent de tomber. Vous les avez entendues avec nous en direct de Jérusalem et de la chaîne Arutz Stem Esrei. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Eh bien, apparemment, tout va se jouer dans un mouchoir de poche. 60 pour le bloc de droite, donc pour Netanyahou, en tout cas selon ses premières estimations. Il va falloir attendre donc que tout ça s'affine, parce que quand ça se joue à si peu, plus ça se joue dans un mouchoir de poche, plus c'est long. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est le gadin, j'ai envie de dire, pour la gauche, seulement 7 sièges. Et la surprise de cette journée, c'était le taux de participation, puisque c'était quand même les 3e élections en moins d'un an, et qu'à 20h, le taux de participation était à 65,5%, le plus fort depuis 1999. Nous reviendrons bien sûr sur tous ces résultats et ces analyses au cours de cette soirée avec vous, Gil, et avec vous, Alexis, avec nos confrères du studio Kalita de Jérusalem.
Coronavirus, parmi les conséquences de l'épidémie en France, la 35e édition du dîner du CRIF est annulée. Il aurait dû avoir lieu demain soir et a été reporté à une date ultérieure. Coronavirus, toujours un 3e décès en France, une octogénaire de Crépy en Valois, le 2e en 2 semaines. La France, qui est le 2e foyer le plus important de l'épidémie en Europe après l'Italie. Les autorités ont interdit les rassemblements en milieu fermé de plus de 5000 personnes. Le Salon du Livre, par exemple, est donc annulé. Espagne, encore un carnaval antisémite, mais à Badajoz, au sud de Madrid. Il y a eu lieu en même temps que celui de Campo de Criptana la semaine dernière. Mais il est encore pire parce que là, il ne s'agissait pas de défilé qui banalisait la Shoah, mais bel et bien d'une assimilation des Juifs aux nazis. Les archives de Pidou, silencieux pendant la Shoah, sortent enfin de l'ombre. Les chercheurs de plus de 200 pays ont commencé à s'y plonger aujourd'hui. Ça faisait des années qu'ils réclamaient de pouvoir les consulter. Hubert Wolf, spécialiste et sommité sur la période, table sur 5 ans de travail pour trouver des réponses à ces questions. Là, je vous rappelle donc l'information principale du journal d'Eva Soto, c'est évidemment les estimations qui donnent pour l'instant une estimation concernant les résultats des élections israéliennes pour la 33e Knesset. Un bloc de droite qui serait, selon ces estimations, on l'évoquait à l'instant avec nos partenaires de Studio Qualita, à 60 sièges. Et par ailleurs, donc, un renforcement de tous les petits partis de droite qui vont peut-être permettre à Binyamin Netanyahou, si cette nouvelle se confirme, de former enfin la coalition tant attendue par les Israéliens, Gil Michaeli. Oui, alors, tout d'abord, une victoire de Likoud. Deuxièmement, une victoire de la droite, parce que si on oublie un petit peu la question de Netanyahou, et donc on inclut Lieberman dans sa maison idéologique, la droite, c'est 65, 66 sur 120. C'est ça où sur 120 sièges. Normalement, sièges. Sur les 120 sièges de la Knesset. Oui, c'est ça. Donc on est à 54, 55%. Absolument. Donc Israël est des droites. Les Likoud est gagné. Reste à savoir si Netanyahou aussi a gagné ce soir. Vous émettez un doute, Gil Michaeli. Oui, parce que si Netanyahou n'arrive pas à former un gouvernement, il s'expose aux manœuvres de Lieberman, qui va essayer de former un gouvernement minoritaire et laisser les Likoud se désintégrer dans l'opposition. Alors, information aussi qu'on donnait tout à l'heure avec Olivier Granilic à Studio Qualita. Pour l'instant, selon les estimations, Lieberman et sa formation Israël Beitenu auraient remporté 8 sièges sur les 120 de la Knesset. Est-ce que c'est un bon résultat ? Oui, pour lui, c'est un bon résultat, surtout que pour lui, ça ne joue pas à cela. S'il devient la clé de la prochaine coalition, peu importe s'il a 5, 6, 7 ou 10, parce que ce qu'il vise, c'est d'être le Premier ministre. Pour lui, s'il n'y a pas un gouvernement Netanyahou, il pourrait... ce serait lui l'alternative dans son esprit. Il pourrait dicter à Gantz un gouvernement minoritaire, donc sans le bloc arabe uni, que la droite n'arrivera pas à faire tomber à la Knesset. Et une fois un gouvernement est en route, les Likoud dans l'opposition et Netanyahou face à ses juges, il espère casser les Likoud et petit à petit former un gouvernement majoritaire. Alors je rappelle donc les estimations, encore une fois en termes de sièges qui nous sont donnés ce soir. Ce serait donc 32 pour Bleu-Blanc, Carole Lavanne de Benny Gantz. Le Meretz obtiendrait 7 sièges, Lieberman et Israël Beitenu 8 sièges. Naftali Bennett, donc, qui est ministre de la Défense, mais qui faisait concourir sa petite formation nationaliste religieuse, 6 sièges. Enfin, Agouda obtiendrait 8 sièges. Je crois que j'oublie aussi le Meretz, qui était à 7 sièges, si je ne me trompe, Gil. Et par ailleurs, l'information évidemment très importante, c'est que le bloc de droite obtiendrait en totalité 60 sièges, autrement dit, la majorité absolue dans la future Knesset, avec les conséquences politiques que l'on peut envisager. Est-ce que ça veut dire que les 3-4 jours qui viennent, si ces chiffres se confirment au cours de la soirée, et d'ici demain matin, Gil Michaeli, les 3-4 jours qui viennent vont être ceux d'une combinationnée post-électorale infinie en Israël? D'abord, il faudrait attendre les résultats définitifs
avec les voix des militaires, etc. Parce que si ça joue sur quelques milliers de voix, ça peut durer encore longtemps. Ça peut durer longtemps. Et puis, si la situation de 59-61 est relativement connue, parce que c'est la situation depuis plusieurs mois, une situation de 60-60 ouvre un autre jeu, difficile à prévoir comment les acteurs vont se positionner. Et donc, évidemment, une situation à suivre, très évolutive, on peut l'imaginer, oui. Dans les heures qui viennent. On imagine aussi, au cours de cette soirée qui commence aussi pour les Israéliens, parce que les différents, les différents lieux de vote ont fermé dans les centres-villes. Donc, c'est c'est vraiment le moment des premières estimations qui tombent aujourd'hui sur les télés, sur les radios israéliennes. On imagine que le suspense électoral va quand même aller croissant au cours des heures qui viennent, avec peut-être, on ne sait jamais, des renversements de tendance. Ça peut arriver aussi, Guil. Tout à fait. On peut même comprendre que les Israéliens sont très intéressés parce qu'ils étaient très nombreux à aller voter. Voilà. Alors, on va rebasculer, Guil. Excusez-moi, on va rebasculer vers Jérusalem. Avec Liora Lévy. Bonsoir. Bonsoir, Liora. Merci d'être avec nous. Représentante du Likoud. Merci à vous. Et je crois que nous sommes aussi avec Alexis à Judaïk FM. Nous sommes en direct avec vous, voilà. Oui. Nous sommes avec aussi Liora, représentante du Likoud. Bonsoir Liora Lévy. Bonsoir. Liora, c'est la fête ce soir au Likoud. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais est-ce que... Écoutez, c'est la fête. Non, je ne suis pas au QG du Likoud, mais oui, c'est la fête. On peut d'ores et déjà, évidemment, être très très content des résultats du Likoud. Effectivement, c'est une victoire, en tout cas déjà sur Carole Lavan. Ça, c'est sûr que le peuple a dit ce soir qu'il était de droite, qu'il soutenait Benyamin Netanyahou en tant que Premier ministre. Comme vous l'avez dit, il y a une alliance entre, évidemment, le Likoud et Yamina et même les partis Chass et Yahadut HaTorah. Donc, on a aujourd'hui à peu près, si les estimations sont bonnes, 60 mandats pour la droite. Je suis sûre qu'après les résultats finaux, donc les vrais résultats, puisque là ce sont que des estimations, nous aurons 61 mandats. Mais même si nous restons à 60 mandats, c'est effectivement une grande victoire. Alors, si le Likoud reste à 60 mandats, il manque quand même au moins une voix pour avoir une majorité. Où allez-vous chercher, où le Likoud va chercher cette voix qui manque? Écoutez, on va dire qu'aujourd'hui, à cette heure-là, c'est encore des suppositions. Je ne fais pas partie du gouvernement ni de la liste des députés du Likoud pour parler en leur nom. Il y a plusieurs options. Je pense que dans les heures et dans les jours à venir, on en saura plus. Comment vous expliquez ce succès, cette victoire, si bien entendu ces chiffres sont confirmés? Comment vous expliquez cette victoire du Likoud? Je pense qu'il y a eu un très très gros travail qui est attaché de la part de Benyamin Netanyahou et de tous les membres de la liste du Likoud, de tous les membres du Likoud. Benyamin Netanyahou, on l'a vu, a fait énormément de terrain. Il s'est rendu dans toutes les villes d'Israël, du nord au sud. Vraiment, il a fait énormément de meetings politiques. Il a rencontré les gens sur le terrain. Je pense que ça a réveillé le terrain, que les gens qui étaient un petit peu endormis aux dernières élections se sont réveillés. On a vu que le taux de participation a augmenté. Donc c'est pas un hasard, si vous voulez. C'est les gens qui étaient de droite, qui votent de droite, qui sont restés chez eux la dernière fois parce qu'ils se sont dit oui, de toute façon, il va passer, de toute façon, il va gagner, qui cette fois se sont rendus compte que, effectivement, ce qu'on a répété pendant toutes les élections, enfin toute la campagne, que chaque voix compte, c'était effectivement chaque voix compte. Alexis, à Paris, est-ce que vous avez une question pour Liora? Alors, vu de France, c'est vrai qu'on est impressionné, disons, par la performance du bloc de droite ce soir. Est-ce que vous avez le sentiment aussi, Liora Lévy, que Benyamin Netanyahou ne recueille pas seulement les fruits du fait qu'il a fait du terrain comme il fallait, surtout dans les dernières semaines, mais plus largement de sa ligne politique et en matière de politique étrangère, notamment, on sait que l'appui des grands de ce monde, notamment de Donald Trump, a peut-être été décisif dans l'esprit de nombreux électeurs israéliens qui étaient encore hésitants il y a quelques semaines. Tout à fait. Vous avez raison de mentionner le plan du siècle, le plan de Donald Trump, qui effectivement, son timing, je ne sais pas s'il a été fait exprès ou pas, mais en tout cas, son timing a été très, 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 on va dire, positif pour la campagne du Likoud. Il est certain que les Israéliens comprennent tout à fait qu'évidemment, les problèmes internes du pays au niveau social, au niveau de la santé, au niveau de l'économie, sont des problèmes qui sont importants, mais également toute la question diplomatique, le fait de la reconnaissance d'Israël dans le monde, qui est
Aujourd'hui, Israël est à une situation très très favorable dans le monde, avec Donald Trump, avec les grands de ce monde, avec Poutine, avec les 50 chefs d'État qui se sont rendus en Israël il y a près un mois et demi. Benjamin Netanyahu fait un énorme travail diplomatique. Israël est reconnu dans le monde entier comme une grande puissance. Je pense que les Israéliens sont conscients. Également, la campagne du Likoud a appuyé sur ces points, et les Israéliens sont conscients que c'est un atout majeur. Effectivement, il faut aussi mentionner qu'en face de lui, il y avait une personne qui, hier, par exemple, s'est adressée au forum AIPAC dans un anglais digne d'un élève de collège. Donc, si vous voulez, je pense que la différence entre les deux a également porté ses fruits. Oui. Rapidement, comment pensez-vous que les échanges judiciaires de Netanyahou vont jouer sur ses capacités à gérer cette période de négociation face au bloc de gauche? Écoutez, ou avec ses partenaires? Toutes les personnes qui connaissent Netanyahou personnellement, c'est pas mon cas, mais toutes les personnes qui connaissent Netanyahou personnellement vous diront que Netanyahou est capable. C'est un homme, voilà, c'est un homme de travail. Il a plus de 70 ans, il nous met tous KO. C'est une personne qui est capable de tout gérer, d'autant plus qu'il s'agit d'un procès, il ne s'agit pas d'enquête, donc il n'est pas obligé de se rendre lui-même au tribunal. Il envoie ses avocats, il a une batterie d'avocats qui s'occupent de ça pour lui. Très bien. Il est tout à fait capable de gérer ça en parallèle. Merci beaucoup. Liora, merci beaucoup, de ces explications. Alexis, on vous laisse à Paris avec la suite de votre soirée, et nous, on continue ici à Jérusalem. À tout à l'heure, Olivier. À tout à l'heure, Alexis. On continue avec... Alors, Guy, on est toujours en studio ensemble ici à Paris. On vient d'entendre la nouvelle principale, je la résume pour nos auditeurs qui arriveraient. Le bloc de droite serait crédité de 60 sièges, de 60 mandats dans la future Knesset, ce qui serait donc une majorité claire et surtout une victoire assez éclatante. Liora Levy, à l'instant, qui représente le Likoud, nous disait « Oui, c'est une victoire, bien sûr, pour Netanyahou, autant sur la scène domestique que sur la scène internationale. » Qu'est-ce qui va commencer là dans les heures qui viennent si cette victoire du bloc de droite se confirmait, Gil Michaeli? D'abord, je voudrais revenir en arrière pour expliquer pourquoi on est là ce soir. Si on regarde les résultats, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'Israël est à droite. C'est-à-dire, si on compte les Likoud, les partis religieux, Bennett, etc., avec les Likoud et Lieberman, qui a toujours été de droite, on est entre 68 et 66 mandats. Voilà, c'est ce que disait Liora Levy à l'instant à Jérusalem. Elle a raison. Donc, idéologiquement, disons politiquement, quand on parle de vision, de choix politique, etc., Israël est clairement de droite. Pourquoi on est là et pourquoi il y a un suspense? Parce que Netanyahou a des casseroles. Sinon, on aurait déjà un gouvernement depuis Pessah. C'est ça le problème. Et donc, d'un côté, Netanyahou au moins, il a contribué par son comportement, par sa façon d'être, lui et sa famille proche. Il a créé une situation que le Likoud et lui-même ne peuvent pas jouir pleinement des fruits de leur succès qui sont incontestables. S'il n'y avait pas ces problèmes-là, qui les suivent depuis 1987, depuis le premier mandat. En clair, ces problèmes judiciaires. Problèmes judiciaires qui vont plus loin que ça. C'est-à-dire, il y a des problèmes. Elle a dit tout à l'heure que, contrairement au commande mortel, Netanyahou est un vrai bête des sommes, capable d'abattre énormément de travail. Et j'ajouterais, avec un peu d'humour, qu'il est très soutenu par son fils et par sa femme. Qui porte avec lui la charge de la gestion de l'État, c'est qui crée parfois quelques problèmes, qu'il paye aujourd'hui. Donc, on voit vraiment Netanyahou est le héros d'une tragédie grecque. Un homme bourré de talents, hors du commun, un homme d'État au niveau mondial, et en même temps, une personnalité trouble. Il crée énormément il a énormément de succès et en même temps, il détruit
Une grande partie de ce qu'il fait. Gil, c'est passionnant ce que vous dites, mais Liora Levy, qui représente bien sûr la sensibilité de Netanyahou au Likoud, disait à l'instant, donc au micro de nos partenaires de Studio Kalita, que selon elle, c'était quand même une victoire éclatante qui montrait que les Israéliens finalement avaient suivi Benyamin Netanyahou. Vous semblez presque nuancer ce jugement. Là, vous semblez nous dire non, c'est pas forcé. Cette victoire du bloc de droite n'est pas forcément une victoire si éclatante et personnelle de Benyamin Netanyahou sur un plan personnel. Disons que la droite est majoritaire en Israël et c'est pas malgré Netanyahou, c'est entre autres grâce à lui. Ceci étant dit, si on est après la troisième élection en à peu près 11 mois, c'est parce que Netanyahou n'a pas uniquement un bon côté. Et parce que malgré tout, et quoi qu'on dise, et quoi qu'on pense, il est aujourd'hui dans une situation où ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des enquêtes. Il est accusé. Et comment vous expliquez donc le chiffre, pour l'instant ce sont encore une fois des estimations, mais qui est avancé par nos confrères d'Arutz Shtemesre, de 32 mandats seulement pour Carole Lavan? Est-ce que c'est pas une contre-performance, ça? Alors, oui, c'est une contre-performance, et surtout c'est une non-performance de Netanyahou personnellement et de son équipe. Et en fait... Oui, Olivier, on vous entend. Très bien, alors on est ensemble, et c'est le moment justement... on était en train de débattre, mais on va débattre avec vous, puisque c'est le moment justement de passer à des questions que vous voulez poser aux participants du panel ce soir. Oui, alors peut-être une question de Gil Michaeli pour Marc Eisenberg. Oui, on vous entend mal. Bonsoir. Une question de Gil Michaeli pour Marc Eisenberg. Donc, pour essayer de comprendre la performance extraordinaire de Likoud avec 37 et Carole Lavan avec 32, est-ce que, selon vous, ce que disait Nathan Eshel il y a quelques jours, c'est-à-dire l'enregistrement de Nathan Eshel qui dit que Netanyahou et le Likoud sont devenus maîtres dans la propagande de la haine, qu'ils ont créé un énorme élan par de dynamique de propagande avec des coups bas, avec mobilisation autour des ennemis qu'on invente, etc. Est-ce que vous pensez que c'est la clé de la victoire de ce soir? Je n'emploierai pas des mots aussi violents. Il est sûr que Netanyahou est un très bon meneur de campagne et un très bon politicien dans ce sens-là. On reproche à Netanyahou, à côté des succès diplomatiques incontestables et la façon dont il représente Israël à l'étranger, qui a été de plus en plus accepté et remarqué, et tout le monde connaît ses discours à l'ONU, etc. À côté de ça, un de ses échecs, c'est qu'il a fragmenté la société israélienne et qu'il est clivant. Donc j'accepterai le mot clivant. Alors maintenant, quand vous êtes clivant, vous pouvez avoir plus facilement un public qui vous est complètement acquis. Et Netanyahou a souvent un discours un peu manichéen. C'est on peut faire la paix, on peut pas faire la paix. Il faut envoyer des requêtes. C'est simple, c'est clair. Et quelque part, une partie de la population aime bien ce qui est clair. Donc voilà, plus que employer le mot discours de la haine, la qualité de la rhétorique de Netanyahou, sa façon de faire campagne, le fait qu'il ait réussi à augmenter le taux de participation, c'est ça qui peut expliquer ce soir sa bonne performance. Et Marc Eisenberg, est-ce que vous avez le sentiment aussi, Marc Eisenberg, que finalement il est beaucoup plus rassurant en matière sécuritaire pour de nombreux Israéliens qui jusqu'ici, encore une fois, pouvaient avoir une hésitation entre le centre et entre la droite, et qui finalement se disent, mais au fond, bon, il a, bien sûr, on le connaît, il a ses défauts, ils sont évidents, néanmoins, il assure à Israël une sécurité inouïe dans un environnement régional où le monde sunnite se tourne peu à peu vers Israël, et ça a compté probablement. Probablement, c'est presque paradoxal, je dirais, parce que quelque part, on a rarement eu en face du Premier ministre 3 chefs d'état-major contre lui, donc ça veut dire des gens qui, au niveau sécurité, savent de quoi ils parlent, et qui en plus, dans leur déclaration, et Gantz aussi a été très clair, s'il faut attaquer l'Iran, on attaquera l'Iran, si la sécurité de l'État d'Israël est en jeu, donc ils ont pris un certain nombre de positions qui sont très proches du Likoud. Il n'empêche qu'effectivement, par rapport à Gantz, qui est, guillemets, débutant en politique, alors maintenant il est un peu moins, ça fait 1 an qu'il est député,
Il n'a pas beaucoup siégé. Mais il est débutant. Évidemment, la personnalité de Netanyahou, son background international, clairement sécuritaire, rassure les Israéliens. Alors, Stéphane veut réagir, après Yael. Non, je voulais dire d'abord qu'on parle toujours d'incitation à la haine de Benyamin Netanyahou. Moi, je vois aussi beaucoup d'incitation à la haine contre Benyamin Netanyahou, contre sa personne, contre sa famille, notamment sa femme, son fils. Finalement, quand on parle de quelqu'un de clivant, Benyamin Netanyahou n'est pas spécialement clivant. Il représente un camp en Israël. Dans ce cas-là, on pouvait dire aussi que Yitzhak Rabin était clivant. Et je pense qu'il n'y a pas eu plus clivant qu'Yitzhak Rabin dans la politique israélienne de pénétration. Pérez était vraiment clivant. Rabin l'était beaucoup moins. À l'époque de Rabin, la violence politique, encore une fois, était autrement plus inquiétante qu'aujourd'hui. On a vu d'ailleurs comment ça. L'amour de l'argent de Netanyahou et de sa famille, c'est un sujet qui est quand même. Oui, mais je ne pense pas qu'il égale celui des Ehud Barak, par exemple. Pour le moins dans un pays comme Israël. Je ne pense pas qu'il égale celui des Ehud Barak mais ça ne fait pas de lui moins. Non, absolument. Mais il y a beaucoup moins d'ostentation d'une certaine manière chez Netanyahou que chez Barak. Donc, si vous voulez, ça c'est des choses qui sont très subjectives. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est effectivement ce que vous disiez, Marc, c'est les résultats, j'allais dire en espèces sonnantes et trébuchantes, qui sont ces résultats diplomatiques, qui sont ces résultats économiques, et qui sont cette transformation d'Israël depuis son arrivée au pouvoir en 2009 en puissance mondiale de premier plan. Yael n'est pas d'accord. Avec juste le bémol des inégalités en Israël. D'Israël, puissance mondiale. Enfin, je veux dire, arrêtez 2 minutes. Je veux dire, franchement, déjà, ça n'a pas de sens. D'accord ? Netanyahou est responsable surtout d'une politique ultralibérale depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qui a augmenté les inégalités dans la société de façon monstrueuse. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, moi, je voulais pas parler de ça tout à l'heure. On en reparlera. Je voulais parler simplement de la situation de sécurité inouïe dont a parlé notre interlocuteur. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre nom. Il faut quand même parler de la politique de Benyamin Netanyahou par rapport au Hamas, non ? On n'en parle pas beaucoup. Il a une politique délibérée de chercher à tout prix l'apaisement avec le Hamas pour avoir la paix sur la bande de Gaza. On verse au Hamas des millions de dollars. Très bien. Une partie va très certainement à la réhabilitation de la bande de Gaza, oui, avec la bénédiction d'Israël. L'obsession de Benyamin Netanyahou étant de faire en sorte que l'autorité palestinienne ne remette jamais la main sur Gaza, afin de ne surtout pas voir un État palestinien qui soit de 2 côtés d'Israël. Donc ça, c'est son droit géopolitique. Mais les habitants de la bande de Gaza, je crois que eux, par contre, ils en payent le prix au quotidien. Donc l'état de sécurité inouï pour des enfants qu'on nous montre maintenant à la télé quasiment tous les jours, qui grandissent avec des alertes permanentes, qui sont traumatisés. 2 minutes. C'est un peu compliqué. Et n'oublions pas l'implantation de l'Iran, de la Syrie, c'est arrivé aussi sous le règne de Netanyahou. Alexis, vous voyez qu'il est difficile même autour de la table, de trouver un consensus sur cette analyse. Alexis ? Oui, peut-être une toute dernière question, c'est pas pour départager les participants de votre panel, cher Olivier, mais est-ce que vous avez le sentiment tous que malheureusement pour lui, Benny Gantz est très en deçà des espérances qu'il pouvait nourrir dans cette 3e élection ? Ouais. Mickey. Oui, c'est-à-dire qu'on espérait quand même un meilleur résultat. Je pense que malgré tout, la campagne de terrain de Netanyahou a quand même payé. La campagne de Gantz était assez tournée sur sa personne. Je pense que le changement a eu lieu sa dernière semaine avec ce narratif sur cette histoire judiciaire dans laquelle il n'est pas suspect, mais qui a réussi à créer quand même un deuxième narratif et essayer d'équilibrer un petit peu les esprits quant aux affaires de Netanyahou face à une affaire supposée contre Benny Gantz. C'est là où peut-être les choses ont peut-être joué. N'oublions pas quand même qu'il a été chef d'état-major de Tsahal. On ne peut pas lui enlever ça non plus. Stéphane Amar. Moi, je pense que c'est ce côté un petit peu syndicat des aigris qui a joué contre Carole Lavan, parce que malgré tout, c'est un conglomérat d'ambition entre gens qui ont été la plupart du temps des proches de Netanyahou, à part Lapid qui lui était plus une vedette médiatique. Mais on voit bien quelque chose de contre-nature dans cette alliance de Carole Lavan. Il y a quelque chose de très peu idéologique d'une certaine manière qui ne tient pas vraiment la route. Et ça ajouté effectivement aux erreurs à répétition de Benny Gantz. Et je pense aussi ces derniers jours à ces déclarations de son premier conseiller, qui estime lui-même qu'il n'a pas la dimension pour incarner les plus hautes responsabilités. La campagne est finie, Stéphane. Oui, mais je pense que ça a joué contre lui. Il y en a eu dans les deux sens. On peut dire que Benny Gantz n'a pas montré au cours de cette campagne plus de charisme
que précédemment, et ça manque aux Israéliens. Et on avait un choix entre les Israéliens sont fatigués Netanyahou. Je suis obligé de le passer à Applebaum. Ou les Israéliens préfèrent très légèrement. Et le choix semble avoir été fait en faveur de Netanyahou. Mais attendons encore, on en est encore à 60. On a une attitude bien française de vouloir regarder la tête du président qui arrive à 8 heures sur les écrans. Et encore alors, très très loin, même si effectivement. Justement, si on parle. Moi, je propose de dire, et j'espère qu'on sera d'accord autour de cette table, que pour l'instant, c'est un succès pour le Likoud, ça n'est pas encore une victoire pour la droite. Absolument. Alors, justement, on va savoir s'il y a eu des changements dans ces estimations. Est-ce qu'il y a eu déjà des premières déclarations des personnalités politiques? Il y a Cathy Choukroun qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Alexis, on est toujours là avec Gil Mikhaeli en direct de Paris. Oui. Alors très bien, Cathy Choukroun qui est dans le studio avec nous et qui suit depuis 22 heures tout ce qui se passe. Alors dites-nous ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, un peu partout. Alors d'abord les journalistes et les commentateurs, je ne sais pas si on entend bien, vous entendez, oui, on sent un énervement, un agacement. Je veux dire, c'est impressionnant parce que il y a un défilé des ministres, évidemment, des futurs ministres du Likoud. Alors, ils ont déjà réagi, ce qui est Il y a des réactions. Alors, il y a plusieurs réactions. Miri Regev, alors elle a laissé éclater sa joie, inutile de vous dire, sur la 12e chaîne. Nous avons gagné, peu importe les accusations de corruption, le peuple a réitéré sa confiance à Benyamin Netanyahou. C'est une victoire grandiose. Voilà, bon, enfin, elle était, on ne pouvait plus arrêter. Voilà. Elle a été fortement attaquée à la fin de cette campagne, traité de bœhéma, d'animal, comme vous le savez. Mais il faut dire par qui? Il faut dire par qui? Pas par Kahol Lavan, par le plus proche conseiller de Netanyahou. Exact. Dans le camp de Netanyahou. Oui. Elle en a d'ailleurs parlé. Dans son propre camp, oui. Elle en a parlé. Elle a dit que c'était pas du tout ce qu'il voulait dire, que se soit excusé, etc. Bref. Elle a dit qu'on allait créer un gouvernement sioniste, le meilleur pour l'État d'Israël. Le peuple a fait confiance à Netanyahou une fois de plus. Bon, enfin bref, vous aurez compris. Ouais. Et surtout, elle a dit, ce n'est pas terminé puisque les votes des soldats n'ont pas encore été pris en compte. Donc, traditionnellement, un peu à droite, ça peut rajouter. Voilà. Alors, il y a aussi une réaction plutôt à gauche, évidemment, de Shelly Ichimovic, qui n'est plus en campagne. Qui était la présidente du Parti travailliste. Exactement, qui n'est plus depuis 6 mois en politique, mais qui est une journaliste donc qui a fait une très belle carrière et qui s'est exprimée très clairement. On peut dire ce qu'on veut, mais une majorité des citoyens d'Israël a voulu que Benyamin Netanyahou soit le futur Premier ministre de l'État d'Israël. Donc elle a aussi parlé, ça c'était très intéressant, d'un combat. Que cette fois dans ces élections, c'était pas un combat, on va dire, un combat entre deux personnalités, entre deux égos très forts, mais c'était plutôt un combat idéologique, deux façons de voir le monde. Et bon, bah apparemment, il y a plus de. C'est une vision un petit peu optimiste. Parce que l'idéologie n'a pas été très présente. Rajouter quand même le résultat, parce que bon, on parle toujours de ceux qui sont arrivés en tête, mais enfin, on garde pas Applebaum. Nous, on garde pas. Oui, on garde Applebaum. Qui était une catastrophe, puisqu'on a eu quand même 3 personnes qu'on a traîné de force sous la roupa pour se mettre ensemble, pour essayer de sauver un petit peu les meubles, et ou alors le message social-démocrate n'est pas passé, ou c'est plus probable que le public, il n'y en a plus, qui accepte ce genre de message. Voilà, alors effectivement, puisque là, ils étaient presque à 10, et que là, ils sont aux alentours de 5-6, si je ne m'abuse. Alors, il y a une autre réaction attendue, c'est celle de Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, qui lui conseille à tous et aux journalistes, alors là, ils étaient vraiment très agacés, de changer la disquette. Pour lui, c'est un défi. Il faut que les partis nous aident, les autres partis nous aident à former un gouvernement au vu de ce constat, puisque voilà, il y a un bloc de droite de 60, on n'est pas encore à 61, donc il s'angoisse déjà pour savoir si oui ou non il y aura un gouvernement. Nir Barkat, on le rappelle, Nir Barkat a été pressenti par Benyamin Netanyahou pour être le prochain ministre des Finances, et au moment où Netanyahou a fait cette annonce, ses conseillers disaient « Nous espérons un effet Barkat, c'est que ça nous amène 2 mandats supplémentaires parce que c'est une personnalité reconnue, relativement modérée, qui a su à Jérusalem allier une alliance entre les religieux et les non-religieux. C'est une personnalité rassurante au niveau économique. Ça a peut-être joué. »
C'est une personnalité au Likoud. Barkat, effectivement, je pense que c'est un véritable atout dans la manche Netanyahou, surtout qu'il a beaucoup insisté aussi, dont parlait Yael tout à l'heure, sur la nécessité de justice sociale en Israël, effectivement, de mener une vraie politique envers les classes moyennes et les classes populaires. Et il est très populaire parce qu'il a dit qu'il ne se ferait pas payer pendant ses mandats, puisqu'il a gagné de l'argent dans les affaires, qu'il n'avait pas besoin d'être payé. Pour les Israéliens, c'est important. Une petite blagounette avant de laisser la parole à Stéphane. D'ailleurs, le journaliste qui était très énervé quand il a interviewé Nir Barkat lui a dit, en le saluant, alors au revoir, futur ministre des Finances. Bon, alors il a dit, non, attends, c'est pas encore fait, mais enfin bon, voilà. Et alors évidemment, personne n'ignore l'ambition de Nir Barkat de succéder un jour à Netanyahou. Jusqu'à présent, Netanyahou a systématiquement éliminé les rivaux qui pouvaient lui faire de l'ombre. Peut-être qu'à ce moment de sa carrière, il ne va pas le faire parce qu'il a besoin d'aide. Et il est mal apprécié d'ailleurs par les autres copains au Likoud. Hein. Alors, attendez, avant Stéphane Amar. Je pense que ce qui joue aussi beaucoup en faveur de Netanyahou, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Cathy, c'est cette hostilité à peine voilée de l'écrasante majorité des journalistes israéliens, notamment des journalistes de télévision, envers Benyamin Netanyahou. Et je pense qu'il y a un réflexe des Israéliens qui, quelque part, ne veulent pas se laisser dicter leur vote par la meute médiatique. Ils ont beaucoup parlé du procès, beaucoup parlé, enfin, je veux dire, ça à chaque fois. Au lavage de cerveau. Alors, quand on dit qu'il a acheté parce qu'une des affaires tourne autour de l'achat d'influence dans la presse, j'avoue que ça me... C'est le rôle de la presse. N'oublions pas aussi en démocratie, d'un contre-pouvoir aussi par rapport au pouvoir. Qu'elle exerce aussi quand la gauche est au pouvoir. Alors, est-ce que Cathy a d'autres... Pour l'instant, pas d'autres réactions, mais je peux repartir en coulisses. Voilà. Et on attend de nouvelles estimations pour 23h. Voilà, et on compte sur toi. Il faut faire aussi attention à la dynamique dans les discours. On se souvient de Gantz qui était juste après les résultats en avril, qui avait fait un discours un peu trop tôt d'ailleurs pour annoncer. Il y a cet esprit, cette mélodie qui est en train de se jouer au niveau du Likoud aussi pour essayer de montrer que c'est eux qui mènent les choses. C'est aussi une façon de s'installer dans la phase de négociation qui va arriver pour essayer d'entraîner les autres et de montrer que sans eux, rien ne se fera. Mais bon, juste pour rappeler au niveau des blocs, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc les blocs, il y a 60 pour la droite, 54. Alors justement, Mickey, il va nous parler un peu plus des blocs. Justement, puisque vous avez un très beau graphe devant vous. Oui, alors il n'est pas de moi, il est là de la 13e chaîne. Donc on a, puisqu'on essaye de faire un puzzle au niveau de la Knesset, on a tout d'abord à droite donc le Likoud qui arriverait avec 37 sièges. Si on y combine Yamina avec 6, on rajoute les 40, on arrive à 40, plus 9 de chasse et 8 de Yahadut Torah. Donc on arrive en fin de compte avec 60 villes, parce que le compte est bon à ce niveau-là. Oui. À gauche ou au centre, on a bleu et blanc avec 32 sièges. Donc les miettes du Parti socialiste ou de Gesher et de Meretz qui arrivent à 8 sièges. On y met, mais c'est vrai, comme disait Stéphane, il faut voir si on y met effectivement la liste arabe dedans, mais en tout cas, on arrive à 54 sièges d'un côté, et évidemment, au centre, celui qui est encore le faiseur de roi, peut-être aujourd'hui, Israël Beiteinu avec Dora Beitena, un peu moins quand même. Un peu moins de force que d'habitude, avec 6 sièges. Un peu moins que la dernière fois. 7 ou 8 la dernière fois. Alors, il y a Stéphane qui a une question à poser, cette fois-ci à Yael. Non, parce que je vois que c'est une constitutionnaliste de premier ordre. Est-ce que si ces affaires donc, ne faisaient pas pchit, si effectivement Benyamin Netanyahou était empêché d'exercer le pouvoir, est-ce qu'il faut refaire des élections ou est-ce qu'on peut nommer un autre Premier ministre dans ce cadre, dans cette Knesset? En Israël, quand le Premier ministre démissionne, la Knesset est automatiquement dissoute. Merci. Donc ça fait des nouvelles élections. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura bientôt des nouvelles élections. Très bien. Il est 22h38. Est-ce qu'une question peut-être à Paris? Gil Michaeli. C'est plutôt une remarque, une question. Ouais. Je pense que sans rien diminuer de succès de Likoud, il faut rappeler que la vague a commencé à monter au milieu de la semaine dernière et que, je vous rappelle, Mark Eisenberg disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de doute sur la volonté de Benny Gantz de frapper l'Iran si besoin est. Eh ben, malgré le fait que c'était les chefs d'état-major de Netanyahou qu'il connaît très bien, Netanyahou a fait tout pour croire que c'est pas vrai, avec l'enregistrement de quelqu'un.
dans des circonstances assez compliquées. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec l'enregistrement. C'est prouvé que c'est le cas. Que les gens qui soutiennent Netanyahou, qui commençaient à être embarrassés par les dossiers, il aura jeté en pâture une affaire, les 5e dimension, où Gantz n'est pas du tout impliqué, mais ça permet aux gens qui ont un petit peu encore de mauvaise foi de dire « Ah ben voilà, lui aussi, peu importe les faits », et que donc toute cette vague qui est enlevée au bloc barrière contre Netanyahou, toute cette vague-là, depuis quelques jours, a été faite d'une manière, disons, qui n'est pas à la gloire de l'État d'Israël. Pour le moins. Très bien. Notre réflexion, voilà. On va vous laisser. Non, vous restez avec nous. On reste avec et vous rejoignez donc le représentant de Carole Lavanne, Daniel Apfelbaum, je suppose, hein, Olivier. Tout à fait. Daniel est en ligne avec nous. Daniel, bonsoir. Bonsoir Olivier. De Carole Lavanne, votre première réaction à ces résultats, qui, il faut le dire, ne sont pas très très brillants pour Carole Lavanne. Effectivement, a priori, les résultats sont décevants. On va prendre les précautions habituelles et dire qu'évidemment, ce ne sont pas des résultats définitifs. Je dis les précautions habituelles, mais c'est particulièrement important ce soir, puisqu'on voit que le nombre, a priori, de ce qu'il est convenu d'appeler le bloc de la droite est environ 60. Et il y a une grosse différence, comme vous le savez, entre 60 et 61. Oui. Donc on va patiemment attendre les résultats définitifs et voir ce qu'il en est. Ah bah, si ces résultats se confirment, comment vous expliquez, est-ce que vous avez déjà une première explication, comment on peut expliquer cet échec de Carole Lavanne? Écoutez, je pense encore une fois, c'est le temps des conclusions viendra plus tard. Peut-être que les explications seront à trouver dans les déclarations de quelqu'un comme Nathan Echel, qui a dit les choses peut-être de manière crue et peut-être de manière clairvoyante, en disant que oui, le Likoud sait parfaitement qu'il mène une campagne de haine, une campagne de diffamation, de dénigrement d'un ancien chef d'état-major, mais c'est ce qui fonctionne, et à la guerre comme à la guerre, donc c'est la campagne du Likoud, et peut-être que les résultats quand ils seront définitifs montreront que c'était effectivement la stratégie gagnante. Une question de Mickey ensuite et Alexis. Hein, bon. Une question. Gantz a toujours affirmé qu'il ne siégerait pas avec le Likoud, avec Netanyahou à sa tête. Est-ce qu'il a encore les moyens de maintenir cet argument aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que il est possible, malgré tout, avec cette position-là de Carole Lavanne aujourd'hui, que Carole Lavanne rejoigne malgré tout une coalition avec Benjamin Netanyahou? Non, il n'y aura pas de coalition avec Benjamin Netanyahou. Ce que nous souhaitions, ce que nous espérions, c'est évidemment une coalition avec le Likoud, puisque toute la campagne du Likoud visant à mettre en garde contre un futur gouvernement Gantz, soi-disant soutenu par la liste arabe, était évidemment mensonger. Nous, notre souhait était évidemment un gouvernement d'union nationale, mais sans Benjamin Netanyahou. Or, il fallait pour cela que Carole Lavanne soit en position de force à l'issue de ces élections pour pouvoir imposer un tel scénario. Si on en croit encore une fois les sorties des urnes, ce ne sera pas le cas. Et donc, je ne vois pas de scénario dans lequel il y aura une coalition entre Carole Lavanne et le Likoud. Alexis à Paris. Oui, alors moi je me demandais en vous écoutant, Daniel Apfelbaum, bonsoir. C'est vrai que vous le savez très bien, dans toutes les grandes démocraties, Israël compris, le populisme exerce une grande pression sur les responsables publics et notamment bien sûr sur ceux qui briguent les plus hauts mandats. Est-ce que vous avez le sentiment que votre candidat Benny Gantz a vraiment intégré complètement cette donne en prenant le soin de parler au peuple dans toutes ses dimensions au cours de la campagne? Écoutez, je pense qu'il l'a fait, encore une fois, il l'a fait avec sa personnalité. Alors ça lui a été beaucoup reproché, une sorte de personnalité un peu austère, surtout comparée un petit peu au showman qui est Netanyahou. Mm-hmm. Maintenant, encore une fois, c'est la personnalité de Benny Gantz et nous espérions que les citoyens israéliens seraient capables de voir plus loin que la politique spectacle. Que l'apparence, oui. Stéphane, vous ne regrettez pas d'avoir refusé ce débat, justement, où vous auriez pu confronter Benjamin Netanyahou avec ses contradictions?
Je pense que les débats sont toujours une bonne chose. Benny Gantz avait lui-même proposé un débat à Netanyahou. Je ne sais pas si nous regrettons a posteriori. Le problème de ce débat, c'était simplement que dans le cas de Netanyahou, il n'y a jamais de réciprocité, si vous voulez. C'est-à-dire que Netanyahou a refusé tous les débats pendant 15 ans. Je crois qu'il n'avait plus débattu depuis les années 90 parce qu'il était toujours en tête dans les sondages. Donc, il ne voyait pas l'intérêt d'aller se prêter à l'exercice. Et quelques semaines avant les élections, quand les sondages donnaient encore Carole Lavan en tête, tout à coup, Netanyahou s'est réveillé et a dit, en fait, dans ces conditions-là, un débat, pourquoi pas. Et donc là, il y avait un vrai problème de réciprocité dans les pays où oui, mais il n'empêche qu'on a l'impression que les candidats n'y vont pas simplement si ça les arrange. Ils y vont nécessairement. Et donc, c'est ce manque de réciprocité qui nous gênait à Carole Lavan. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui, les analystes politiques le diront, qui ont coûté à Carole Lavan des mandats sur la fin de la campagne. C'est facile d'être intelligent après coup, mais effectivement, la raison pour laquelle Benny Gantz a refusé le débat, c'était notamment parce qu'il était en tête, il voyait pas l'intérêt de se mettre en danger dans un débat. Quand on voit le résultat final, peut-être que ça aurait été nécessaire. Alors, une dernière question, très rapidement. C'est une question en même temps qu'une remarque. Entre les trois campagnes de Carole Lavan, la grande différence qu'on a vue, c'est qu'on a totalement escamoté le reste du cockpit et que Gabi Ashkenazi, Ya'alon et Yair Lapid se sont retirés, soi-disant pour laisser la scène à Benny Gantz et qu'on obtienne un mano à mano qui était censé être, je sais pas si c'était plus photogénique ou plus lisible pour les Israéliens. Et je pense que le parti s'est privé de ce qui avait fait son succès aussi dans ses premiers temps, c'est-à-dire le parti des chefs d'état-major avec des centaines d'années d'expérience militaire et Yair Lapid qui est une vraie machine de guerre. Moi, c'est quelque chose qu'au cours de la campagne, j'ai pu regretter. Les chefs d'état-major ont toujours été des prémices lamentables. C'est quelque chose que vous regrettez aussi, Daniel ? C'est pas la question. Écoutez, moi je viens à la base de Yesh Atid, donc j'ai également beaucoup d'admiration pour Yair Lapid et j'aurais toujours, j'ai quelque part été déçu au moment où il a renoncé à l'accord de rotation qu'il avait avec Benny Gantz et en même temps j'ai totalement compris sa démarche, c'est-à-dire que on aurait exactement le débat inverse si les résultats étaient différents, puisqu'à l'époque, souvenez-vous, on a reproché à Yair Lapid de s'accrocher à cette rotation en disant qu'elle retirait à Carole Lavan 2 ou 3 mandats. Donc, encore une fois, a posteriori, c'est toujours simple de tirer ce genre de conclusion. Je ne sais pas si effectivement il y avait là une erreur stratégique. Très bien, merci beaucoup Daniel, représentant de Carole Lavan. Alexis, on vous laisse avec la poursuite de vos analyses à Paris et nous allons voir avec Eliana Gurfinkel. À tout à l'heure, Olivier. Les grands moments de cette campagne. Alors, donc je suis toujours en studio sur Judaïk FM avec Gil Mikhaeli. Gil, on retrouve donc notre invité en direct de Tel Aviv, qui est Stéphane Vanish. Il est politologue, il est professeur à l'université de Tel Aviv, il est consultant. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Est-ce que vous avez le sentiment, en quelques mots, au vu des résultats que je rappelle, c'est-à-dire une nette victoire du bloc des droites, que Avigdor Lieberman, le chef de Israël Beitenu, qui est crédité pour l'instant de 8 mandats sur la future Knesset, crédité, ce sont des estimations, est en train de devenir, là, ce soir, cette nuit, le faiseur de roi? C'est la 3e fois qu'il est faiseur de roi. En fait, c'est lui qui pouvait déjà donner en avril dernier la majorité, qui était de 60 également. Netanyahou, le bloc de droite, avait 60. C'est-à-dire que les élections, les résultats actuels, on revient pour la droite en tout cas à avril dernier. Pour la gauche, c'est pas vrai parce que les partis arabes font 14 mandats au lieu de 10. Avigdor Lieberman est un faiseur de roi qui, pour l'instant, ne fait pas de roi parce qu'il ne veut pas faire roi à Netanyahou, donc c'est compliqué. On va voir un peu comment ça évolue. Alors attention, c'est un sondage. En Israël, on n'est pas au point près, ni à un mandat près, donc ça peut encore évoluer dans la nuit. Et demain, on en saura un peu plus. Ce qui est évident, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de majorité une fois de plus, malgré la dynamique du Likoud par rapport aux élections antérieures, mais il n'y a toujours pas de majorité absolue et donc du coup, on est toujours dans l'expectative, en fait, au-delà de la joie actuelle des partisans de Netanyahou. Gil Mikhaeli. Donc, je reviens aux fondamentaux. Israël est des droites. Normalement, si on compte idéologiquement, on arrive à peu près 66 sièges sur 120, 68, peut-être 70. Si on est là où on est aujourd'hui, c'est parce que Lieberman, qui est fait partie naturellement d'une coalition dirigée par les Likoud, pensait
que à cause des affaires, Netanyahou est affaibli et que c'est la seule opportunité, la seule occasion de se débarrasser de lui. Et donc, il a privé Netanyahou de son gouvernement en avril. Il a encore fait en septembre. Et il espérait se retrouver pour la troisième fois dans la même situation. Et cette fois-ci, il espérait, dans le grand plan, c'était de faire un gouvernement minoritaire avec un bloc de 61, soutenu qu'on appelle en extérieur par la liste Arabouni, et laisser le Likoud pourrir dans la coalition et perdre Netanyahou qui va être occupé avec son procès. Et pour moi, si Lieberman est un faiseur de roi, c'est uniquement dans les cas où les rois, c'est Lieberman. Tout ça a été fait pour que Lieberman puisse prendre l'épave de Likoud et devenir le chef d'une très grande droite, comme l'était Netanyahou depuis 15 ans. Si voilà. Je peux me permettre. Oui, on vous entend, cher Stéphane. Oui, si je peux me permettre sur ce chapitre-là, excusez-moi de vous couper, je pense que c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire Lieberman est dans une logique de réunir, en tout cas il était dans une logique de réunir les partis sionistes en dehors des partis Haredi et partis arabes qui ne sont pas sionistes. Et donc du coup, on était quand même dans une logique qui n'était pas juste d'être sur le dépêcher le Likoud, parce que le Likoud c'est un parti qui allait bien déjà en avril dernier. Je ne pense pas que c'était ça l'enjeu. L'enjeu, c'était d'arrêter la dynamique des Haredi, la dynamique des ultra-orthodoxes au sein du gouvernement, y compris avec les discours de Smotrich et de Peretz qui ont pu, émettre dans l'espace public des choses à peu près inacceptables démocratiquement. Et donc, il a essayé de faire ça, mais ça ne fonctionne pas parce que le bloc de droite, y compris avec les partis Haredi, a très bien tenu et continue de très bien tenir. Et donc, on voit bien que les Israéliens sont pour cet amalgame, entre guillemets, entre laïcs et religieux, plutôt à droite pour gérer le pays. Mais je ne pense pas que le but de Lieberman était simplement de devenir Premier ministre. Je pense qu'il savait que c'était trop tôt pour lui et je pense que ça... Je ne sais pas s'il pense vraiment que ça arrivera un jour pour lui. Donc les choses étaient plus profondes. C'est-à-dire qu'il y avait aussi une logique idéologique, c'est de savoir est-ce que l'avenir d'Israël est une alliance laïque religieuse ou est-ce que l'avenir d'Israël est un peu comme est une alliance, je dirais, sioniste, laïque, moderne, rassemblant aussi les Dati-Leumi, mais aussi le centre droit, le centre gauche. C'était un choix de société et ces élections-là ne l'ont pas encore, vraiment tranché, entre guillemets, parce que pour l'instant, le Netanyahou n'obtient pas 61 sièges. Alors, qu'est-ce qui pourrait, dans les heures qui viennent, d'après vous, Stéphane Vanish, aider à trancher cet indécidable que vous nous décrivez à l'instant sur Judaïk FM? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait essayer? C'est peut-être que Lieberman peut se dire que s'il continue comme ça, il peut disparaître. Parce qu'à un moment donné, les Israéliens vont avoir marre d'aller voter, même si le vote d'aujourd'hui était très joyeux. Attention, tous les discours sur la lassitude des Israéliens, les Israéliens ont été votés, parce qu'il y a 2% de plus, mais le vote était joyeux. J'ai été voté à Tel Aviv, enfin, c'était vraiment une journée très sympa en même temps. Donc on n'est pas dans la lassitude et dans la volonté de casser la démocratie, loin, loin, loin de là. En revanche, il y a un problème d'utilité pour Lieberman. C'est-à-dire que s'il bloque encore cette fois-ci, attention, on a encore les résultats des soldats, des soldats qui ne sont pas arrivés, qui se partagent entre la droite et Gantz, parce que c'est un ancien chef d'état-major, donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Ok, bon, ce sont des estimations. Alors, pardonnez-moi, Stéphane Vanish, on doit rejoindre Jérusalem. On va devoir rejoindre Jérusalem. Merci infiniment et à très bientôt sur Radio J. On va s'endormir avec Bibi et on se réveillera avec Benny Gantz. Voilà, on est quand même loin, là. On est quand même loin. On est encore à 60-60. Alors, donc, pour le moment, il n'y a pas de décision d'un côté ou de l'autre. Les deux blocs restent... Une méthode Coué, là. Pour vous, Marco Sarabia, pour vous... Une question peut-être à Marco? Oui, alors bonjour Marco. Alors au-delà de votre optimisme qui est absolument impressionnant au vu des résultats, est-ce que tout de même il n'y a pas là vraiment une page de l'histoire d'Israël qui se tourne ce soir? Alors ce que je voudrais dire, c'est que je suis fier de la campagne du parti d'Union de la Gauche. Nous avons fait une campagne positive, nous avons présenté des propositions. Nous n'avons pas fait comme les autres partis
de calomnie ou de mensonges ou de recherche d'histoire du passé, de la vie privée. Et nous avons fait une campagne dont nous pouvons être fiers. Mais est-ce que c'est pas justement cette stratégie de l'Union qui vous a enfoncé? Je ne sais pas. Bon, il faudra analyser dans l'environ et je n'ai pas tous les éléments pour juger a posteriori, mais je peux dire qu'on a fait une campagne positive, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de présenter le mieux. Il se trouve que les Israéliens ne sont pas intéressés à améliorer la situation sociale. Il faut faire attention. Ça ne vend pas. Le social, ça ne vend plus. Et même, peut-être, ça n'a jamais vendu. Oui, après Alexis à Paris. Non, mais simplement, faut pas faire non plus trop langue de bois. C'est-à-dire quand on a des résultats pareils, on sait très bien que demain matin, il va pas y avoir un renversement de la table, c'est pas possible. Et quand l'union de 3 partis qui ont fait 10 députés, qui est déjà un score historiquement bas, n'en fait que 6, on peut pas se contenter de dire on est content de pas avoir fait de calomnie pendant la campagne. Je n'ai rien contre. Le Bloc, c'est très bien de pas avoir fait de calomnie. Non, mais ce que vous me dites là, ça veut dire qu'il fallait faire des calomnies. Non, je vous dis pas qu'il fallait faire des calomnies, loin de là. Je suis très content que vous n'ayez pas fait de calomnie, mais je pense... Non, écoutez-moi une seconde. Une prisonnière de l'étranger. Non, mais on peut faire... Qu'est-ce que c'est une bonne campagne? Qu'est-ce que c'est une bonne campagne? C'est une campagne qui, effectivement, ne tombe pas dans la boue, ne fait pas de calomnie, mais c'est une campagne qui touche les électeurs. Si je raconte des choses et que les électeurs, vous me dites, ça ne vend pas, je dois me poser la question, pourquoi et comment se fait-il que mon discours ne passe pas? Est-ce que tous les Israéliens sont devenus insensibles aux problèmes sociaux dans ce pays, aux problèmes de pauvreté et d'inégalité? Ça n'est pas sûr. Donc je pense qu'il y a un problème de la façon dont passe ce message. Est-ce que la droite a parlé des problèmes sociaux? Non. Alors ça veut dire que le problème social n'est pas dans la priorité des Israéliens. Il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que la corruption non plus. Ça ne gêne plus personne. On est devenu indifférent à la corruption. Et donc, on a les résultats qu'on mérite. Alexis, à Paris, est-ce que vous avez de Paris, une question très simple à vous, cher Marco Sarabia. Vous le savez très bien, toutes les démocraties aujourd'hui sont impactées par le phénomène populiste. Le populisme est partout. Est-ce que vous avez le sentiment que la social-démocratie, en Israël en particulier, mais pas seulement, a compris ce tournant méthodologique, en quelque sorte, de la politique et a su correctement, en quelque sorte, s'y adapter pour détourner vers elle une partie de l'énergie populiste des électeurs? Non, Israël n'est plus une social-démocratie. Non, mais justement, ma question porte sur la social-démocratie. Est-ce que c'est une social-démocratie? Non, mais ma question. Israël ne l'est pas. Non, je parle de vous. Je parle du parti que vous représentez. Est-ce que les sociodémocrates ont compris qu'il faut aujourd'hui composer avec une poussée populiste qui concerne toutes les démocraties, et donc il faut savoir se parler au peuple d'une autre manière? C'est vrai. Vous avez sûrement raison. Il faut faire du marketing. Oui. Mais là, soit on parle au peuple d'une autre manière, soit on change le peuple. Non, mais là où Marco... Non, on ne change pas le peuple. Tout simplement, il y a des choses... Et je suis triste que ça soit le côté... Je suis triste ce soir de la situation, parce que, évidemment, il y aura des gens et des laissés pour compte qui vont payer le prix de cette victoire. Et les pseudo-partis sociaux comme Chasse n'ont jamais fait grand-chose pour les pauvres, en fait. Alors donc, je pense que ça va être très dur à payer ce prix. Mais Stéphane va réagir. D'abord, il faut voir demain. Je voudrais voir demain les résultats un peu plus... on est quand même, vous avez dit au début, on est 60-60, on va remettre un peu les choses sur pied. On est quand même à 60-62, dans le cas le plus optimiste, c'est 60-54. Ouais. C'est pas ça en comptant les Arabes. Non, mais maintenant, Lieberman, il fait plus partie du bloc de droite. C'est pris en compte. On est bien d'accord, on n'a pas sans Lieberman. Stéphane? Non, là où Marco Sarabia a raison, et en tant que journaliste, je sillonne le pays, et c'est vrai que ça me sidère, c'est que malgré les injustices sociales
sociale criante, malgré l'absence totale quasiment de couverture sociale, notamment pour les soins dentaires, malgré l'augmentation exponentielle du coût de la vie, notamment des produits de première nécessité, des produits alimentaires, eh bien les Israéliens sont très peu revendicatifs. Je suis toujours très étonné de voir à quel point ils sont soumis à cet ordre libéral ou néolibéral en tout cas qu'ils subissent, et même des gens comme Aurélien Bicassis qui ont un discours extrêmement structuré, un discours de bon sens tout simplement sur la justice sociale, eh bien effectivement n'ont quasiment aucune audience, ou en tout cas de moins en moins d'audience parmi les électeurs, et c'est très étonnant. Parce qu'on a laissé croire aux gens que l'Iran était plus important que les 2 millions de pauvres. Et ça n'est pas vrai en plus, ça n'est absolument pas vrai. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Iran. Il faut bien se mettre ça dans la tête, et ça a effacé tout le reste. Ouais, et la peur qu'on a accusée. Tendu, ça ne veut pas dire la guerre. Ça ne veut pas dire la guerre. Et on est tendu avec beaucoup de choses. On est tendu avec la Syrie. Mais ça ne veut pas dire la guerre. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Mais par contre, on a laissé croire aux gens que la sécurité était plus importante que la situation sociale. Et c'est une question d'ordre de priorité. Mifran Ametsioud, comme on dit, ça n'a pas vendu. Ces idées sont bonnes, sont bien. On ne sommes pas tombés à un niveau très bas, mais ça n'a pas vendu. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce mariage forcé entre Gesher et travailleurs? Parce qu'on sait très bien qu'à gauche, en général, quand après une élection comme ça et quand elle marche pas, la guillotine marche très bien. Oui, mais ça, la guillotine marche très bien pour le. Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur du Judaïque FM. Nous sommes aussi avec nos partenaires de Studio Kalita à Jérusalem. Je vous rappelle, l'information principale de cette soirée, ce sont les estimations que nous commentons depuis maintenant 1 heure à Judaïque FM, en compagnie de Gil Michaeli et d'Eva Soto. Le bloc de droite serait crédité de 60 mandats dans la future Knesset, donc 60 sur 120 mandats. Benny Gantz avec Carole Lavanne ne remporterait que 32 mandats. Avigdor Lieberman serait en position de devenir peut-être le faiseur de roi, car sa formation Israël Beiteinu aurait remporté 8 mandats. Et tout de suite, nous retrouvons les explications, les décryptages d'Eva Soto. Bonsoir à tous. Vous l'aurez compris, donc tout se joue ce soir dans un mouchoir de poche. Nous revenons bien sûr sur ces résultats dont vous venez de parler, Alexis, dans ce grand journal de la nuit. Également d'autres titres développés par rapport au coronavirus. Nous évoquerons bien sûr cette journée de vote en Israël. Ce sont pour les titres de ce journal. Tout se joue dans un mouchoir de poche selon les projections à la sortie des urnes ce soir à l'issue du vote en Israël. Netanyahou pourrait cette fois-ci conserver son poste de Premier ministre. Si les chiffres que nous avons se confirment, le Likoud et son bloc de droite réuniraient 60 députés à la Knesset. Le parti de Netanyahou a lui seul entre 36 et 37 sièges, seulement 33 pour Carole Lavanne. Ce ne sont donc que des projections à la sortie des urnes, et comme c'est très serré pour la droite, il faut être prudent. Les projections pour les autres partis dans le détail, qu'est-ce que ça donne? Entre 14 et 15 mandats pour Carole Lavanne, 6 ou 7 pour Yamina, 7 pour la gauche, 9 pour le Chasse, 7 ou 8 pour Yahadut HaTorah, entre 6 et 8 pour Israël Beiteinu de Lieberman. Les projections, ok, mais pour ce qui est certain et peut sembler surprenant, c'est que malgré le fait que les Israéliens votaient déjà pour la 3e fois en un an, ils se sont mobilisés 65,5% pour le taux de participation à 20h, le plus fort depuis 1999. Les Arabes israéliens sont aussi allés voter en masse. 1 sur 2 s'est déplacé. La question qui se pose maintenant, si Netanyahou est réélu, c'est la façon dont le début de son mandat va se passer. Car, il ne faut pas l'oublier, il est mis en examen dans 3 affaires de corruption différentes et les premières audiences, c'est seulement dans 2 semaines. Il n'est pas obligé de démissionner pour autant, mais ce sera le cas s'il est inculpé. Autre question sur toutes les lèvres, donc, va-t-il finalement faire voter une loi en sa faveur qui lui permettrait de repousser les procédures à son encontre, celle qu'on surnomme en Israël la loi française, pour qu'il jouisse d'une immunité parlementaire? En tout cas, rien de tout cela n'a donc semblé faire fléchir les votes en sa faveur, mais encore une fois, il faut le rappeler, la prudence reste de mise, car plus d'une fois, la nuit a réservé des surprises, d'autant plus lorsque tout se joue au plus serré.
Concernant à présent le plan de paix de Trump, si décrié par les Palestiniens, qu'il s'agisse de Gantz ou de Netanyahou, tous deux le soutiennent. Retour à présent sur cette journée de vote un peu spéciale à cause du coronavirus. Israël n'y a pas échappé, y compris pour ces élections. Il y a même eu des bureaux de vote spéciaux pour les électeurs en quarantaine. 16 sites répartis à travers le pays avec des cabines aseptisées, vu les procédures de sécurité pour garantir la stérilité des bulletins. Autre crainte, les fake news au sujet de l'épidémie. Les unités de cybersécurité sont restées en état d'alerte et Binyamin Netanyahou a rassuré, cette affaire de coronavirus est sous contrôle. Les gens peuvent voter en toute confiance, a-t-il dit. De son côté, El Al a annulé plusieurs vols vers les destinations européennes à cause des passagers qui avaient peur de voyager, de crainte d'être contaminés. Ça concerne surtout l'Europe, car de toute façon, les autorités israéliennes ont déjà interdit les vols vers plusieurs pays d'Asie. Parmi les conséquences de l'épidémie en France, cette fois-ci, la 35e édition du CRIF, du dîner du CRIF annulée. Le dîner aurait dû avoir lieu demain soir. Il est reporté à une date ultérieure. Emmanuel Macron ne pouvait pas venir à cause justement de la situation exceptionnelle qu'il doit gérer par rapport au coronavirus. L'Élysée en a fait l'annonce aujourd'hui en expliquant que de toute façon, le président de la République était obligé de bouleverser la totalité de son agenda. En France, il y a 12 cas diagnostiqués, 2 de plus que depuis hier. Il s'agit de 2 hommes qui sont rentrés d'un voyage en Italie il y a une semaine. La maladie se propage de plus en plus vite de toute façon, mais les cas graves ne concernent en réalité que peu de personnes et la mort, 2% seulement des cas diagnostiqués. Le bilan mondial s'élève à 3000 tués. Aujourd'hui d'ailleurs, un octogénaire de Crépy-en-Valois est mort, le deuxième en 2 semaines. La France est le deuxième foyer le plus important de l'épidémie en Europe, après l'Italie. Les autorités ont interdit les rassemblements en milieu fermé de plus de 5000 personnes. Le Salon du Livre, par exemple, est donc annulé. Quant aux employés du Louvre, le musée le plus visité au monde, il est toujours fermé. Les voyages scolaires sont aussi suspendus jusqu'à nouvel ordre. Dans ce contexte, la croissance économique risque bel et bien d'en pâtir. Elle pourrait passer sous la barre des 1% pour l'année 2020. Le Congo renoue avec Israël, c'est le président de la RDC qui l'a annoncé aujourd'hui, une reprise des relations diplomatiques au plus haut niveau. Le président congolais envisage même d'ouvrir une section économique de son ambassade à Jérusalem. Espagne, encore un carnaval antisémite, mais à Badajoz, au sud de Madrid. En fait, il y a eu lieu en même temps que celui de Campo de Criptana la semaine dernière, mais il était encore pire parce que là, il ne s'agissait pas juste de défilés qui banalisaient la Shoah, mais bel et bien d'une assimilation des Juifs aux nazis. Les participants ont brandi des bannières où était dessinée une croix gammée avec le mot juif écrit en allemand et enfermé dans des étoiles de David. Ils ont aussi dansé au rythme du bruit d'un train prenant de la vitesse, applaudis par des spectateurs. Les archives de Pie XII, silencieux pendant la Shoah, sortent enfin de l'ombre. Les chercheurs ont commencé à s'y plonger aujourd'hui. Ça faisait des années qu'ils réclamaient de pouvoir les consulter. L'un d'entre eux, Hubert Wolf, spécialiste et sommité sur la période, table sur 5 ans de travail pour trouver des réponses à ces questions. Les détracteurs de Pie XII l'accusent de ne pas avoir pris la parole contre la déportation des Juifs. Ces archives ont été ouvertes hier sur décision du pape François il y a 1 an. Il a affirmé « L'Église n'a pas peur de l'histoire ». C'était pour un point donc sur l'actualité. On se retrouve tout à l'heure, Alexis, à 22h45 avec un journal plein d'invités. Plein d'invités, absolument. À tout à l'heure, Eva. Donc nous sommes toujours dans cette soirée spéciale consacrée au décryptage des résultats des élections en Israël. Résultats pour l'instant qui sont au conditionnel naturellement puisque nous ne disposons que d'estimations. Je suis toujours en plateau donc avec Gil Michaeli, directeur général du magazine Causeur. Gil, on va rejoindre bientôt Jérusalem. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la situation de Netanyahou ce soir? Elle est toujours un peu tangente. Toujours, on ne sait pas trop si c'est une victoire nette pour lui ou si au fond un certain nombre d'ennuis ne font que
commencer sur le plan plus personnel, sur le plan judiciaire, notamment avec la convocation qu'il attend dans une quinzaine de jours. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une victoire, même s'il n'est pas encore complète, c'est une grande victoire pour Netanyahou. Et pour le bloc de droite, principalement. Pour le bloc de droite, mais si on prend les dernières semaines, c'est Netanyahou, c'est la stratégie de Netanyahou, c'est la performance de Netanyahou, ce sont les intuitions de Netanyahou, c'est ce qu'on appelle en anglais un campaigner hors pair. Donc ça, c'est un premier fait. Pour ses ennuis, s'il arrive à avoir les 61 sièges, ce qui n'est pas loin d'être impossible, on ne sait pas. Et quand on a dit que souvent les nuits électorales, ça peut bouger. Ça peut bouger, mais ça bouge toujours dans le même sens. Je connais pas une situation où on s'est couché avec un gouvernement de droite et on s'est levé avec un gouvernement de gauche. Ça arrive dans l'autre sens très souvent. Les votes qu'on compte plus tard sont plutôt pour la droite. Donc, les choses, évidemment, restent encore un peu ouvertes, mais c'est pas probable qu'il y a un bloc de gauche ou un bloc plutôt anti-Netanyahou. Ce qui ne résout pas ces problèmes judiciaires. Merci beaucoup, Guy. Alors, on va se télétransporter à Jérusalem. On rejoint Studio Kalita. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. Stéphane. Non, puisqu'on parle de Yemina, je pense que là aussi, le bilan de Naftali Bennett à la tête du ministère de la Défense a beaucoup joué. C'est un bilan incontestablement positif en très peu de temps. Et je pense que, contrairement à ce que disait le représentant de Carole Lavanne, les électeurs ne se laissent pas manipuler aussi facilement, mais qu'au contraire, ils jugent sur les actes. Et là, je pense que ça a bénéficié beaucoup au parti Yemina. Alors, dernière réaction, Cathy ? Eh bien oui, la réaction de la liste Meshout est faite. La tête de liste, nous ferons tout pour empêcher Benyamin Netanyahou de fonder un gouvernement. Nous espérons obtenir un autre mandat, puisque tous les votes n'ont pas encore été... on ne sait pas encore. Ils sont dans 14, je vous rappelle que cette liste arabe est entre 14 et 15 mandats. Voilà, il espère le 15e mandat pour faire barrage à ce gouvernement fasciste, a-t-il dit. Ce qui est quand même une réussite incontestable de la part de cette alliance politique des partis arabes. Tout à fait. Nous avons quelques réactions palestiniennes disant pleurer la victoire en Israël de l'annexion. Alors, nous sommes toujours en direct avec Paris. Alexis, vous êtes avec nous ? On est toujours avec vous. Alors, on a maintenant... Yom Tov Kalfon. Exactement. Yom Tov, bonsoir. Bonsoir. Représentant du parti Yemina, votre réaction à ces résultats, Yom Tov ? Premièrement, un soulagement. C'est une très grande victoire de la droite contre toute attente. Un retournement de situation par rapport à ce qu'on a connu il y a encore, on se souvient des sondages, il y a encore de ça une semaine, 10 jours, qui annonçait une victoire au bloc de gauche. Là, on a la droite à 60, on espère qu'on va obtenir en fin de compte 61. Plus particulièrement pour votre parti, Yom Tov ? Pardon ? Plus particulièrement les résultats de votre parti ? Le résultat de notre parti, on conserve notre force électorale. On avait 7 mandats en septembre. On est apparemment aussi autour de 7 ce soir. Dans les conditions créées où c'est aussi devenu une sorte de plébiscite Netanyahou oui ou non, c'est un résultat correct. Puisqu'on a senti même durant la campagne que beaucoup de gens qui voulaient voter pour nous ont senti qu'ils sont dans une situation de plébiscite oui ou non et Netanyahou, donc ont voulu renforcer le Likoud. Bon, c'est pas pour rien que le Likoud a grimpé à 37 mandats et pour nous, heureusement qu'on a pu garder en tout cas notre force politique. Espérons que cela va suffire pour être une force majeure et importante dans le prochain gouvernement de droite, si tu veux. Alexis, à Paris, une question ? Oui, une question à Yom Tov Kalfon, tout simplement sur certaines lignes de fracture éventuelles qui peuvent exister avec le Likoud. Concernant la question de l'annexion, on sait que Yamina se prononce pour une solution plus claire en faveur de l'annexion. Comment allez-vous négocier avec une future coalition gouvernementale, si elle prend forme, sur cette question du plan Trump, sur laquelle vous aviez exprimé des positions jusqu'ici relativement critiques ? Nous allons reprendre les déclarations sans cesse répétées
du Premier ministre Netanyahou dans ces veilles d'élection, dans cette veille d'élection et durant toutes les semaines qui ont précédé l'élection. Netanyahou s'est présenté sur le ticket d'appliquer la souveraineté israélienne. Il a fait je ne sais combien de visites en Judée-Samarie ces dernières semaines, combien de villages qu'il a été inauguré ou réinauguré ou de constructions qu'il a annoncées. Donc c'est entre guillemets pour nous l'occasion de faire appliquer les promesses. De le prendre au pied de la lettre, comme on dit en français. Une des grandes réussites du Premier ministre Netanyahou dans le plan Trump est que l'application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie n'est pas conditionnée à autre chose. C'est-à-dire qu'elle peut être réalisée immédiatement sans aucune condition préalable, contrairement à l'État palestinien qui, lui, a toute une série de conditions préalables, comme la reconnaissance d'État juif, la démilitarisation des groupes terroristes et du Hamas, etc. Donc, il faut appliquer cette souveraineté. J'ai envie de dire, Netanyahou a obtenu son plus gros succès électoral de toute sa carrière politique ce soir. Il n'a jamais eu dans sa carrière 37 mandats. En faisant la campagne la plus à droite de toute sa carrière politique, en allant totalement sur les terres qui sont nos terres à nous, entre guillemets les terres de Galina, les terres de Judée-Samarie. Et j'espère que cette victoire électorale de Netanyahou va permettre justement l'application de la politique et de la vision politique que nous avons, qui est une vision, oui, de droite idéologique, une vision de droite qui est là pour appliquer la souveraineté juive, la souveraineté israélienne sur nos terres ancestrales, sur la Judée-Samarie. Stéphane et ensuite Marc. Il faut souligner que il obtient à la fois un score élevé, Netanyahou, mais il n'a pas siphonné non plus les voix de Yamina, ce qui est tout à fait notable. Et effectivement, comme le disent les Palestiniens, vous l'avez souligné, Marc, c'est ce soir la porte ouverte à l'annexion d'une bonne partie de la Cisjordanie. L'administration américaine avait demandé aux Israéliens d'attendre ces élections avant de passer à l'acte, mais dès le soir de l'annonce du plan Trump, l'ambassadeur américain Friedman avait explicitement donné le feu vert à l'annexion. Donc il y a fort à parier qu'avec le résultat de ce soir, eh bien on peut s'attendre dans les prochaines semaines aux premières mesures d'annexion au moins de la vallée du Jourdain et d'autres parties de la Cisjordanie. En revanche, pour poursuivre la question d'Alexis Lacroix, on voit mal, mais je pose la question, Bennett faire un obstacle à la constitution d'un gouvernement en mettant comme condition qu'il n'y ait pas un jour dans la lignée du plan Trump un État palestinien. Autrement dit, on est très loin de l'application possible du plan Trump, parce que les Palestiniens n'en veulent pas. Mais, dans la théorie, d'un côté, Netanyahou a accepté, comme il l'avait déjà accepté dans le passé, le principe de 2 États, à condition que le deuxième État palestinien soit démilitarisé dans des conditions sécuritaires acceptables. Et le plan Trump, finalement, avalise à minima cette voie, et Bennett semble être contre. Est-ce que vous pensez que Bennett va en faire un des enjeux des négociations de la coalition ? Non, je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que ça aussi, c'est aussi un des succès du plan Trump, c'est que l'État palestinien est conditionné à toute une série de conditions, et notamment la démilitarisation du Hamas, la reconnaissance de l'État juif, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale unifiée d'Israël. Je rappelle que Bennett a été membre dans les différents gouvernements Netanyahou, alors que le premier ministre Netanyahou n'est jamais revenu sur son discours de Bar-Ilan de 2009, où il avait déjà annoncé la création d'un État palestinien. On a toujours vécu dans cette constellation où tout le monde sait que Netanyahou n'est pas contre un État palestinien, et Bennett est contre. Ils ont été ensemble dans plusieurs gouvernements ces 8 dernières années. Je ne pense pas que c'est une condition qui empêcherait l'entrée au gouvernement. Encore une fois, surtout si on est dans une situation d'application de la souveraineté, comme censé être la carte de route du prochain gouvernement qu'on espère qui va être mis en place très vite. Donc, si on a la souveraineté d'ores et déjà dans les semaines et mois à venir, on nous a parlé d'une équipe de cartographes qui sont déjà sur le terrain, une équipe américaine et israélienne, qui sont déjà en train de dessiner les frontières. Donc, c'est ça qu'il faut l'appliquer, il faut le faire. Je ne vois pas Bennett, évidemment, mais mettre un veto à cette situation historique que l'on attend depuis 1967, de l'application de la souveraineté israélienne sur les terres libérées. Une vaste dernière question sur la liste de Yamina. Il y a 2 personnalités de premier plan, Bennett et Shaked, 2 responsables de partis religieux. Combien de ministres vous allez demander sur 7 députés? À l'heure actuelle, avec 7 députés, nous avons 3 ministres.
C'est un ratio important. Le Rav Rafi Peretz à l'éducation et Bezalel Smotrich au ministère des Transports. Je pense que 3 ministres, dans une constellation actuelle d'un gouvernement serré à 60-61, c'est cohérent pour une liste de 7 mandats. Maintenant, nous verrons. Il y a encore tôt, je pense, pour aborder ces questions et nous verrons par la suite. Très bien. Si abondance de biens ne nuit pas. Yom Tov, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on va faire, dans quelques instants, nous allons être en ligne avec Yossi Tayeb du Parti Chasse, numéro 12 sur la liste du Parti Chasse. On fait un petit point sur ce qu'on dit sur les réseaux, peut-être, Mickey, des déclarations intéressantes. Rien de bien spécial. Il y a évidemment le cas judiciaire de Netanyahou, puisqu'il est déjà prévu de repousser un petit peu les échéances judiciaires pour le Premier ministre sortant. Rappelons que la première échéance était le 6 mars, donc elle va être certainement D'après repoussée. ce que je lis, les avocats seraient déjà en train de faire une demande pour repousser un peu les échéances. Vu les résultats, on va voir si ça tient. Stéphane ? Non, je voulais simplement, sur le fond, revenir sur cette idée d'État palestinien. C'est évidemment un faux débat. L'État palestinien prévu par le plan Trump, c'est une vaste plaisanterie. On ne parle pas du tout d'un État. On parle d'une zone autonome, découpée en plusieurs parties, sans aucune continuité territoriale. Désarmer le Hamas, c'est évidemment complètement impossible. Et aucune armée du monde, et surtout pas l'armée israélienne, ne se rendra dans la bande de Gaza pour désarmer le Hamas. Ça n'a aucun intérêt. Le Hamas lui-même lutte contre les tirs du roquette du djihad islamique actuellement. Donc on voit bien tout à fait ce qui se dessine. C'est Gaza comme un État indépendant, de plus en plus indépendant en tout cas, et la Cisjordanie petit à petit absorbée par Israël. Et sur ce point-là, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille à cigarette entre Netanyahou et Bennett. Alexis, nous sommes toujours avec vous et nous sommes aussi en ligne avec Yossi Tayeb du Parti Chasse. Bonsoir Yossi. Monsieur Haït, comment allez-vous? Bonsoir Yossi, numéro 12 sur la liste du Parti Chasse. Numéro 12 sur la liste du Parti Chasse. Pour le moment, les résultats donnent 9 sièges au Chasse. Je suppose que vous êtes satisfait, surtout que vous avez de fortes chances de rentrer à la Knesset, en fait. Vous-même. Tout à fait. On a reçu 9 places pour l'instant. Je pense que la 10e est très proche. On va attendre les derniers résultats. En effet, ce qui est le plus important ce soir, c'est qu'on a réussi apparemment à monter un gouvernement de droite. Le leader du parti a été main en main avec Benjamin Netanyahou tout au long de cette campagne. Et Baruch Hashem, on a réussi à mettre en place un bloc de droite fort. Je pense que les citoyens israéliens ont compris ce que le pays et ce que l'État d'Israël avait besoin. Si je veux, en effet, sur le sujet que vous avez évoqué, je serai peut-être le premier député francophone né en France à la prochaine Knesset. Puisque c'est possible qu'il y ait la loi qui permet donc au ministre de démissionner et donc la loi norvégienne. Et ça vous permettra donc de rentrer. Alexis, une question. Oui, alors Olivier, une question de Gil Michaeli de Causeur. Oui, en fait, c'est une question un peu générale. J'invite tout le monde à me rejoindre dans le satellite Amos pour prendre un petit peu de la hauteur. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans la Knesset, supposé des sondages, il y a à peine 20 sièges de gauche et une centaine de sièges qu'on peut qualifier de 50 nuances de droite. Et malgré cela, c'est tellement difficile. Malgré cela, il y a un suspense. Malgré cela, on ne sait pas si on aura un gouvernement ou pas. C'est ça la question qu'on doit se poser. Quels sont les enjeux? Il n'y a plus de gauche en Israël. C'est pas comme c'était en 82, 83, 84, quand c'était 58, 62 ou quelque chose comme ça, avec 2 camps. Là, où sont les 2 camps? Quelqu'un veut répondre? Les 2 camps. Alors d'abord, je crois qu'on a toujours Yossi Tayeb en ligne. La question était pour Yossi Tayeb. Alors, Yossi. Tout à fait. Je pense que l'idéologie de gauche a disparu et Lieberman et une partie de Kahol Lavan, dont Yair Lapid, ont transformé cette idéologie de gauche-droite en idéologie d'un pays juif ou d'un pays laïque. Et je pense que ce soir, les citoyens israéliens ont évoqué en force qu'ils veulent, comme Ben Gurion l'avait annoncé, un pays juif et démocratique avant tout. Quelqu'un du Chasse qui cite Ben Gurion, c'est les choses bougent. C'est énorme.
serait mieux sur les listes de tous les partis, il y avait des femmes, par exemple. Ça serait pas mal pour un pays démocratique. Tout à fait. Bon, mais je pense que les citoyens ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et vous avez essayé de mener une campagne pour essayer d'écraser, de transformer ce pays en pays laïque. Et je pense que les citoyens israéliens, ce soir, ont compris le message et ont dit de forte voix ce qu'ils veulent voir dans ce pays. Un pays qui respecte le Shabbat, qui est un progrès social. C'est je pense que la première chose en parallèle à cette loi du judaïsme, je pense que c'est un progrès social. Je me pose la question justement, où est cette gauche sociale qui a disparu? Si on parlait d'une idéologie de gauche, elle a disparu, que ce soit sur le plan social comme sur le plan politique. Mickey, elle a convenu à Chasse dans les années 90. Hein. Comment? Cette gauche, elle a convenu à Chasse dans les années 90 et Rabin. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire que dans les 90, un des meilleurs alliés de Rabin était le parti Chasse. Tout à fait, parce que nous sommes un parti social et malheureusement aujourd'hui le seul parti social du plan israélien. Nous avons, grâce à Dieu, nous sommes restés un parti social, peut-être les seuls sur la carte. J'espère que de plus en plus de partis sociaux se rajouteront sur le plan politique israélien. Il y a une ligne de clivage en Israël qui dépasse les idéologies droite-gauche, je crois, telles qu'on les entend, en tout cas en politique de type occidental. On est quand même un pays avec des secteurs de population extrêmement marqués, avec un certain attachement à des traditions qui peuvent comprendre justement un aspect social, mais qui se dégagent de plus en plus de l'idéologie classique social-démocrate ou socialiste telle qu'elle a pu prévaloir dans ce pays durant quelques décennies. On a en quelque sorte changé de phase, changé d'époque. Et on ne peut plus aujourd'hui parler de droite-gauche. Je crois que Gil Michael, il l'a dit tout à l'heure, effectivement, on a un certain nombre de nuances de droite. Il y a aujourd'hui des lignes de force qui font consensus dans la société israélienne. Et finalement, les différences sont ailleurs. Ça va être effectivement un attachement à la tradition religieuse ou au contraire au respect de la sphère privée et des libertés individuelles. Et aussi à un certain attachement à un type de tradition presque clanique. C'est peut-être aussi les fameuses tribus dont parle le président Rivlin, qui sont peut-être aussi un sujet sur lequel il faut travailler pour arriver maintenant à trouver une nouvelle forme de consensus israélien. C'est très intéressant. Pardon. Je crois quand même que Sitayeb soulève un problème intéressant, c'est qu'à travers ces élections, et notamment au cours des dernières élections, après le virement bizarre de Lieberman anticlérical, on a un peu posé le problème dans le pays de savoir est-ce qu'on voulait continuer à vivre avec une certaine férule religieuse ultra-orthodoxe de certains partis qui n'envoient pas leurs enfants à l'armée et dont une partie du pays pense, comme pour le chasse, qu'ils vont trop loin dans ce domaine-là, et clairement, et on pouvait se dire, un succès de Lieberman aurait été interprété comme de Carole Velavan, comme finalement on voudrait un pays qui tende vers quelque chose de plus séculaire et de moins traditionnel. Et effectivement, je pense que la réponse dans les urnes, c'est quand même que beaucoup d'Israéliens sont attachés à cette tradition. Mais en fait, ce que dit aussi Taïeb, ça fait écho à la question récurrente d'Alexis Lacroix sur le populisme. En vérité, je préfère moi le terme d'identitaire. C'est-à-dire que il y a deux camps en Israël, et c'est vrai, un camp plus attaché à l'identité et un camp plus attaché aux valeurs laïques et aux valeurs universalistes. Et le vrai pari, parce que moi je crois que c'est possible, c'est comment réunir ces deux valeurs dans l'enceinte d'un Israël. Je me permets, je ne pense pas qu'on puisse parler de valeurs laïques en Israël, on peut parler de valeurs sionistes si vous voulez. Il n'y a pas de valeur laïque, je veux dire. Israël est un État juif, le jour de repos c'est le Shabbat, tout est kasher. Ça ne veut pas dire un État religieux. Mais bien sûr, mais c'est ce que je dis. L'identité juive, elle est pas. Mais non, mais c'est pas, ça se joue pas entre religieux et laïcs. Ça se joue entre sionistes classiques et plus traditionnalistes avec un accent sioniste beaucoup moins. Ça sera peut-être pas le discours qu'on viendrait. La Bible ne nous tiendrait peut-être pas ce discours. Lui, il vous dira
il y a des vraies valeurs laïques, les droits de l'homme. On ne peut pas tout le monde ensemble. Yossi, on va vous laisser vous exprimer. Non, j'aimerais exprimer que veut dire sionisme. Quand on parle de sionisme, notre droit aujourd'hui d'être en Israël et pas en Ouganda, c'est justement cette Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï et qui par la suite nous donne la possibilité et le droit d'être ici sur ce pays qui nous a été donné et promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. En parallèle de ce pays, nous a été donné aussi d'autres choses. Ces valeurs du judaïsme, le Shabbat, les mariages non mixtes, la cacheroute, etc. Toute cette chose qui est la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le Ham Israël. On prend Charles. C'est un État juif. Pardon? Allez-y aussi, on est avec vous. Qui fait de nous un peuple juif, un État juif. Je pense que cette synthèse des choses, les citoyens israéliens ce soir se sont exprimés, bien que Bibi soit sorti et a pris des voix, je pense, du centre et de la droite. Chasse a réussi à garder son bloc très fort de 9 voire 10 mandats de personnes traditionnalistes, pratiquantes ou non, qui veulent dans ce pays, un pays juif, avec ses valeurs culturelles sur lesquelles on a grandi. Est-ce qu'on ne peut pas dire que sioniste, c'est aussi quelqu'un qui va faire l'armée? Est-ce qu'on ne peut pas rappeler que dans les premiers dirigeants sionistes, 80% n'étaient pas du tout religieux? Militaire au sein d'une unité d'élite qui s'appelle le Palrik. Je ne suis pas le seul, il y en a énormément qui le font au sein de l'électorat de Chasse. Chasse différemment à d'autres partis orthodoxes. La majorité de son électorat va à l'armée. Et donc, vous ne vous opposerez pas à une loi qui prévoit d'envoyer les élèves des yeshivot à l'armée? On s'oppose à une loi qui obligerait, dans un pays juif, à toute personne qui veut étudier la Torah et accomplir la Torah, de l'obliger à aller faire son service militaire ou de donner à son pays d'une certaine manière. Je pense qu'aujourd'hui, le public orthodoxe a de plus en plus de fondations, d'associations, que ce soit Asala, que ce soit Yedidim. Je pense que ce bénévolat qui est là et du parti orthodoxe qui va et qui donne tout au long de sa vie pour le peuple d'Israël, pour l'État d'Israël. On a la possibilité aujourd'hui de servir son pays de plusieurs manières. Je pense que c'est justement cette chose-là pourrait, oui, et d'ailleurs elle était dans les accords. À minima, un service civil pour les élèves des yeshivot, c'est ça que vous nous dites. Tout à fait. Très bien, Yossi, merci beaucoup. Le projet de Shai Piron, c'est un très très bon projet. Yossi Taya, merci beaucoup. À vous aussi, une bonne soirée et je veux demain matin encore de meilleurs résultats. Alors, Alexis, on va bientôt terminer cette soirée, en tout cas pour notre part ici à Jérusalem pour Studio Kalita. Encore une ou deux questions à nos commentateurs ou des remarques. Des remarques et des commentaires, Alexis. Alors, question, chère Marc, de Gil Michaeli. C'est plutôt une remarque. Je pense à Shlomo Ben-Ami qui disait que ça ressemble de plus en plus à une sorte de lutte entre Tel Aviv et Jérusalem. Et Jérusalem commence à prendre de l'avance. Mais qui peut-être qui vient de Tel Aviv justement? Non, je suis d'accord. Ce qui a été quand même présent dans cette campagne, c'est les relations entre eux, chose qui n'y était pas avant, les relations entre État et religion. Ça a été apporté pas moins par Chasse que par Lieberman lui-même, et c'est lui qui prend un peu, qui le paye peut-être aussi un peu aujourd'hui. Voilà. Je crois qu'on peut dire sans langue de bois qu'il faut rappeler que Lieberman, se tournant anticlérical et récent, pour pas dire opportuniste, que lui-même, sa femme a la tête couverte et sa fille haridite. Donc, on peut voir quand même que c'est des considérations électorales, une analyse électorale qui lui a fait choisir ce tournant et que peut-être, heureusement, ce soir, il n'en est pas vraiment récompensé. Yael Ifra. Oui, je pense que on peut dire aussi, malgré tout, ce soir, que c'est un peu la revanche du deuxième Israël, dont on nous a rebattu les oreilles pendant toute la campagne. Le journaliste de la chaîne 13, Avishai Ben Chaim, a fait toute une série de reportages sur le sujet. Et ce deuxième Israël, c'est l'Israël de la périphérie, c'est l'Israël qu'on a envoyé dans les Mahabarot dans les années 50, c'est l'Israël des Séfaradim, mais qui s'identifie aujourd'hui avec Binyamin Netanyahou, né à
Rehavia, Ashkenaz et millionnaire. C'est un Israël en fait populaire au sens réel du terme, mais frappé effectivement par une tentation populiste très très forte. Et je pense que ce boomerang, c'est-à-dire cette espèce de lame de fond qui maintenant a traversé Israël et qui s'est vraiment manifesté ce soir de façon très forte, va peut-être finalement nous amener à une satisfaction de la part de cette partie de la population d'avoir eu le dernier mot entre guillemets, et peut-être amener finalement à un apaisement. Alors, j'avais encore une question moi à vous poser, si on a encore 3 minutes, Olivier, non ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on assiste au fond ce soir à une des actualisations électorales de la victoire idéologique sur le long terme des idées du Rav Kook, qui à partir de 1967 vont prendre un ascendant progressif dans les esprits, disons, de la droite israélienne? Absolument, c'est tout à fait net, tout à fait flagrant dans ce qu'on vient d'entendre chez Yossi Taïeb, le candidat du Chasse, qui tient un discours proprement sioniste religieux. Ce triptyque terre d'Israël, peuple d'Israël, Torah d'Israël, c'est le cœur de la pensée du Rav Kook, qui a essaimé, qui a infusé dans toute la classe politique israélienne, en tout cas dans tout un camp israélien, puisqu'encore une fois, ce sont des idées qui sont défendues à la fois par des gens du Likoud comme Tzipi Rotoveli, par exemple, ou Miri Regev, par évidemment Naftali Bennett, qui incarne lui le cœur de cette pensée aujourd'hui, oui. Absolument. Mais on voit également maintenant dans des partis qu'on aurait cru très très loin de cela, le parti Chasse, qui est issu quand même d'un charédisme, d'un monde religieux plutôt hostile au sionisme, et qui adhère complètement jusqu'à revendiquer même fièrement le fait d'avoir combattu dans une unité combattante de l'armée. Le Chasse n'a jamais été antisioniste. Jamais. Chasse n'a jamais antisioniste. Tout le monde. Non, excusez-moi. Tout le monde des yeshivot, et à commencer par le Rav Adia Yosef, qui a soutenu les accords d'Oslo et qui a expliqué à ses électeurs qu'il valait mieux pour sauver des vies rendre du terrain. C'est pas ce qu'on appelle proprement du sionisme. Tout ce monde des yeshivot était hostile. Jamais été antisioniste. Jamais. Quand ils sont rentrés dans le moule de Haredi Ashkenaz, ils sont devenus antisionistes. Marc Verger aussi. Oui, sur la question d'Alexis. Non. Si vous lisez le journal Amodia, c'est pas un journal forcément. On va laisser la parole à Marc d'abord. Sur la question d'Alexis, oui, les idées du Rav Kook, comme ça vient d'être dit, ont infusé, mais je rappellerai quand même que le Rav Kook, à mes yeux, était beaucoup plus modéré que ses successeurs aujourd'hui. Et par exemple, le Rav Kook, au grand scandale d'un certain nombre de rabbins, allait voir les agriculteurs en Israël, qui n'étaient pas des gens religieux, pour leur dire « Installez-vous, travaillez la terre, on est avec vous. Vous ne respectez aucune mitzvot de la Torah, c'est pas grave. Vous êtes ici, c'est le plus important, vous faites partie du peuple juif. » Vous savez comment on appelle ça? C'est l'âne de Messie. J'ai aujourd'hui dans tous les partis religieux. Ils étaient pour lui l'âne de Messie. Voilà. Absolument, c'est le début de l'époque messianique, absolument. Voilà. Non, mais je dis, ils étaient les ânes de Messie. Les ânes du Messie, oui. L'âne du Messie n'est pas forcément l'idiot utile. Ah, bien sûr. Ça dépend si on demande l'âne. Je ne sais pas ce qu'il pense. Une dernière question pour les... Une dernière question avant qu'on termine ici à Jérusalem. C'est quand même un boucle qui est bouclé. Quand le premier sioniste arrive en terre d'Israël, Ben Gurion, par exemple, il descend à Jaffa, il marche à pied à Petah Tikva, et je pense qu'il a mis 12 ans à aller à Jérusalem. L'État qu'ils ont créé, c'était sur les terres de Pléchette. Et aujourd'hui, le centre de gravité est sur les collines de Judée et Samarie. Tu oublies, Gil, que Ben Gurion a pris tous les risques pour conserver Jérusalem durant la guerre d'indépendance contre l'avis de son propre état-major et du Palmar. Non, c'est pas en contradiction avec ce que je viens de dire. Une émission historique, un débat qui sera passionnant. Oui, il faut faire une deuxième soirée, Marc. Un mot pour conclure, là, on a... Un mot pour conclure. Non, pour la 4e élection, on va parler de ça. Pour les 4e élections, oui. Alors, on a une petite estimation. Il semblerait que le Likoud, ça soit plutôt 36 que 37 mandats, sans que ça bouge l'équilibre de 60. Qui gagne un mandat? Un des partis religieux. Donc on resterait à 60 pour le bloc de droite. Et donc on est toujours dans l'attente, et c'est très important, des résultats
affiné demain matin et seulement après le vote des soldats qui va intervenir, comme ça nous a été dit, d'ici 2 ou 3 jours, parce que, encore une fois, on est à un député près, 59 ou 61. Donc, ce soir, succès du Likoud, pas encore victoire de la droite, et un vrai suspense pour savoir comment ces élections vont se terminer. Alors, ce qui nous promet encore une longue nuit pour cette nuit, et un rendez-vous demain matin sur Studio Kalita et sur les radios juives, bien entendu, à partir de 8h, pour le premier journal et la revue de la presse. On va vous saluer, Alexis. Oui, on vous remercie. Bonne soirée à tous. Leila Tov à tous et à demain. Encore une minute, Alexis, pour que vous puissiez, en réponse à toute la problématique sociale que nous avons évoquée ce soir, de voir quelques images. On va terminer dans quelques instants en vous rappelant que le 8 mars, dans une semaine, nous aurons une grande journée sur Studio Kalita de mobilisation pour la Tzedaka, pour la création d'un fonds d'urgence pour 1000 familles nécessiteuses ici en Israël. Je veux remercier d'abord tous ceux qui ont participé à cette mission, en commençant par Yael, Pascal, Stéphane, Mickey, Marc, bien entendu, à la réalisation technique, Cathy, bien entendu, avec les réactions sur les réseaux sociaux, Eliana Gerfinkel qui était à la production. Nous avions Ephraim à la technique, Jonathan et Ariel, une grande équipe pour donc toute cette émission. Et du côté de Paris, on remercie chaleureusement Avner Azoulay qui était à la technique pendant toute la soirée. À la technique, merci beaucoup de votre attention. J'espère qu'on se retrouvera dans 6 mois, mais pas pour une nouvelle campagne électorale. Et tout de suite, on parle de la Tzedaka avec le clip de la Tzedaka et la journée du 8 mars. Je vous rappelle que Tzedaka, ce n'est pas charité, c'est justice. En Israël, quelques-unes familles francophones vivent sous le seuil de pauvreté. Des familles que rien ne prédestinait à la précarité. Si je l'ai vécu et si ça m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'ai vraiment le sentiment tous les matins d'enfiler mon armure et d'aller au front. Personne n'est à l'abri de la précarité. En Israël comme ailleurs, les accidents de la vie peuvent tout faire basculer du jour au lendemain. Et dans un nouveau pays, dans une autre langue, pour certaines familles de Olim, ces situations extrêmement difficiles deviennent vite insurmontables. Divorce, licenciement, maladie, accident, handicap, isolement, seul et sans repère. Ça redonne espoir, on se dit vraiment qu'on n'est pas seul en fait et qu'on sera toujours aidé par tout le monde. Il n'y a que chez nous en fait qu'on voit ça, dans le peuple d'Israël, qu'on peut voir des choses comme ça. C'est magnifique, sans eux, je pense qu'on ne tiendrait pas la route du tout. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. De nous. Ils ont besoin de vous. De vous. Ils ont besoin de vous. De vous. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Soyons au rendez-vous. Israël Tzedaka by Kalita, avec toutes les associations francophones d'Israël, s'est fixé pour objectif de venir en aide à 1000 familles francophones vivant dans la précarité en Israël et leur permettre de faire face. Se vêtir, se loger, se nourrir. Cliquez ici. Ici. Donnez, donnez, donnez. 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 Retour sur Judaïk FM, il est 22h42, je vous rappelle l'information principale, elle concerne les estimations des élections israéliennes, un bloc de droite estimé à 60 mandats. Je suis toujours avec Gil Michaeli. Alors Gil, on le disait, on était avec nos partenaires de Studio Kalita en direct de Jérusalem tout à l'heure. Marc Eisenberg, depuis Jérusalem, soulignait que le Rav Kook, qui est l'inspirateur, on va dire, du sionisme religieux, du sionisme national religieux depuis 1967, il a eu toute une descendance idéologique importante. C'est un homme qui a œuvré au début du XXe siècle, mais qui a ensuite inspiré beaucoup de personnes qui se sont installées en Judée-Samarie à partir de 67. Il disait, mais au fond, il était beaucoup plus modéré dans ses conceptions sociales et probablement religieuses qu'un certain nombre de gens qui aujourd'hui s'inspirent de lui. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Gil Michaeli ? Disons que ça exige pas mal de nuances. C'est vrai que la dimension sociale du judaïsme s'est un peu effritée parce que depuis 67, les débats
est un débat autour de l'avenir de nos relations avec nos voisins et notamment avec les Palestiniens. Et dans ces clivages qui n'est plus d'actualité, mais qui a dominé la scène politique entre les années 70 et les années 90, le parti religieux, notamment les ancêtres, les aïeux des Yémina, ont petit à petit devenu des partis, disons, sociodémocrates, kibbutz dati, etc. Ils sont devenus des républicains, comme aux États-Unis, c'est-à-dire stock option et kippa. Il suffit de voir la scène des restaurants kasher à Tel Aviv aujourd'hui pour comprendre que le judaïsme en Israël a complètement changé en 20-25 ans. Et Bennett, c'est un exemple, l'incarnation même de cette évolution anthropologique. Et en quoi est-il l'incarnation justement de cette évolution anthropologique, Naftali Bennett, donc qui est le chef de Yamina, qui vient de remporter d'ailleurs une relative victoire puisqu'il serait crédité de 8 sièges pour l'instant, Guil. Hein. Oui, pas du tout relatif, c'est une grande victoire. Une grande victoire pour eux. Il a passé l'année dernière, c'est un film hollywoodien. Hein. Il se trouve dehors, après il est à côté, après il est dedans. Il arrive à arracher à Netanyahou le ministère de la Défense. Je pense que on peut faire un film rien que des 10 derniers mois de la vie de Naftali Bennett. On est en train de donner peut-être des idées à un réalisateur israélien. Tout à fait. Peut-être en mini-série de Radio J. Et vous croyez que c'est Eva Soto qui va la fabriquer, cette série? Eva Soto, voilà. En tout cas, c'est vrai que vous avez raison, il y a un sujet qui est tout à fait passionnant et vous avez raison, il illustre lui-même sans doute les contradictions actuelles du camp national-sioniste religieux. N'empiétons pas trop, cher Guy, sur le temps imparti au journal. Le journal d'Eva Soto, naturellement. Oui, bonsoir. Au sommaire de cette édition, ce qui se profile en Israël, c'est encore un mandat de Premier ministre pour Netanyahou, encore un arraché de haute lutte, puisque si les projections se confirment, il aura fallu à Netanyahou s'accrocher 3 élections à la file. En projection, pour l'instant ce soir, à l'heure qu'il est, ça donne 60 mandats à la prochaine Knesset pour le bloc de droite autour du Likoud. Nous serons en ligne dans ce journal en direct avec le journaliste Michel Gurfinkel pour en parler, mais aussi avec Denis Charbit, professeur en sciences politiques à l'Open Université d'Israël. Dans le reste de l'actualité coronavirus, en Israël, 2 nouveaux cas, un décès en France et même l'annulation du dîner du CRIF qui aurait dû avoir lieu demain. Carnaval, encore un défilé antisémite en Espagne. Il a eu lieu en même temps que celui de Campo de Cristana la semaine dernière, mais apparemment, c'était encore pire. Les chercheurs se sont littéralement jetés dessus aujourd'hui. Les archives de Pie XII sont ouvertes. Des années que les spécialistes attendaient de pouvoir les consulter. Pie XII, pape décrié durant la Seconde Guerre mondiale, est mis en cause pour son silence concernant la déportation des Juifs. Selon les projections à la sortie des urnes ce soir, Netanyahou pourrait cette fois-ci conserver son poste de Premier ministre. Si les chiffres se confirment, le Likoud et son bloc de droite réuniraient 60 députés à la prochaine Knesset. Le parti de Netanyahou, à lui seul, aurait entre 36 et 37 sièges, seulement 33 pour Carol Lavan. Ce ne sont que des projections et il faudra encore attendre probablement au moins jusqu'à demain matin pour qu'elle soit consolidée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Michel Gurfinkel, journaliste. Michel Gurfinkel, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Judaïque FM. 60 mandats pour le bloc de droite, 33 pour Carol Lavan de centre droit. Finalement, plus de rien pour la gauche, 7 mandats. C'est pas nouveau, mais ça s'installe en Israël. Est-ce que ça a aussi un impact sur l'évolution idéologique de la droite ? Il y a un peu plus de 20 ans, en 99, on avait eu le même taux de participation extrêmement élevé
dans une élection israélienne. Et cela avait donné les résultats les plus à gauche en Israël, au moins, disons, pour les 40 dernières années. Maintenant, nous avons, avec la même participation, nous avons les résultats qui indiquent une montée sociologique qui était déjà en cours depuis plus d'une décennie, mais qui s'est absolument confirmée de la droite dans le pays. Quand vous regardez les résultats, c'est très simple. D'un côté, vous avez le Likoud qui monte et la droite, la droite, c'est-à-dire la droite qui est située à la droite du Likoud, qui les religieux et les nationalistes qui se maintiennent à leur tour antérieur. En revanche, de l'autre côté, vous avez Kahol Lavan, bleu-blanc, qui baisse, et la gauche, qui se trouve à la gauche de Kahol Lavan, qui baisse considérablement. C'est une évolution profonde. Est-ce qu'elle va modifier idéologiquement le profil global de la politique israélienne et de la droite israélienne? Je ne pense pas. Je crois que, en fait, excusez-moi de vous interrompre juste 2 minutes, c'est pour bien comprendre. En fait, Michel Gurfinkel, vous ne pensez pas que la droite ait changé? Non, la droite n'a pas changé. Ce qui se passe en Israël, c'est que sociologiquement, le pays dans son ensemble, et je dirais à plus forte raison le pays juif en Israël, a basculé à droite depuis, en gros, la seconde intifada. Il y a pu y avoir un certain nombre d'allers et retours, il y a eu le phénomène Kadima autour de Sharon, mais la tendance lourde, ça a été quand même que le pays a basculé à droite, tout simplement parce que la gauche qui avait parié sur les accords d'Oslo, une certaine logique géopolitique, a été totalement disqualifiée après cet événement majeur, ce tremblement de terre, ce séisme qui a été la seconde intifada. Gil Mikhaeli va vous poser une question. Bonsoir Michel. Ma question est, est-ce que puisque la droite israélienne est tellement hégémonique aujourd'hui, est-ce que ça suffit de parler en singulier? Ce que je veux dire, c'est que, admettons que les résultats qui se dessinent maintenant sont les résultats définitifs. Donc on a sur 120 députés, disons à peine 15, 16, ça dépend comment on compte, certains députés arabes et certains députés de Gesher, Meretz et compagnie. Admettons qu'il y a une vingtaine de députés qui n'ont pas qualifié des gauches. Donc on a une centaine de députés des droites qui vont de la droite modérée jusqu'à la droite plus radicale. Pourquoi il n'y a pas un gouvernement en 5 minutes et avec une majorité d'une centaine de députés sur 120? C'est qu'il y a peut-être plus d'une droite. Il y a plus d'une droite. Appelle Charvit, hein. Ce que j'appellerais tout simplement des problèmes politiciens. Ce que je voulais dire, c'est que actuellement en Israël, et c'est une grande différence avec ce qui se passe dans un pays comme la France ou même dans un pays comme les États-Unis, il n'y a pas réellement actuellement en Israël de crise politique, c'est-à-dire de crise qui porte sur un modèle de société. C'est vrai que la société israélienne est une société assez hétérogène. C'est une sorte de galaxie de plusieurs sous-sociétés qui coexistent entre elles, mais elles sont d'accord sur le système général de coexistence. Même les Arabes israéliens, en réalité, ont rejoint le mainstream israélien. Ils adoptent une position très revendicatrice, mais en fait, ils sont entrés dans le mainstream israélien, et les Haredim, les ultra-orthodoxes également. Donc, il n'y a pas de débat politique profond, alors qu'il y en a un en France, par exemple, alors qu'il y en a un, et c'est une nouveauté, aux États-Unis depuis maintenant quelques années. Donc est-ce que le problème, c'est Netanyahou? Il y avait un problème politicien. Il y avait un problème politicien. C'est-à-dire que le problème politicien est qu'il y avait des concurrences, disons, d'hommes politiques. Il y avait le fait que Netanyahou est persuadé de sa supériorité par rapport
au reste du personnel politique israélien. Et disons que, au vu des résultats de ce soir, on peut comprendre un peu pourquoi ils pensent comme ça. Mais le fait est que beaucoup de gens qui, à un certain moment, ont pu croire qu'ils allaient succéder à Netanyahou, ont été écartés, marginalisés par Netanyahou, et bien sûr, ils ont été tentés donc de se lancer dans une sorte de challenge contre Netanyahou. Donc, la sociologie politique israélienne est nettement ancrée à droite, avec un avantage à une droite très pragmatique et, contre une droite plus idéologique. Et en revanche, il y a un problème politicien, il y a un problème de rivalité entre des personnes politiques. Ce qui a été dit ce soir, et qui correspond peut-être à la réalité, c'est que Netanyahou, maintenant, a fait la démonstration de sa puissance. Netanyahou s'est imposé de telle manière qu'il va être très très difficile de continuer en réalité à mener des affaires judiciaires contre lui comme cela a été fait jusqu'à présent. On ne peut pas exactement traiter quelqu'un qui a été plébiscité par la nation comme un prévenu tout à fait normal. Le moment est peut-être venu pour Netanyahou de commencer à se choisir un héritier qui le respectera, qui ne sera pas trop pressé et qui assurera une transition. Mais est-ce que cet héritier aura le même nom de famille que lui? C'est une question qui mérite d'être posée. Il faut que cet héritier reprenne une partie importante des atouts que Netanyahou a actuellement, c'est-à-dire par exemple que ce soit un allié qui soit crédible à la fois pour une droite, je dirais, relativement laïque et également crédible, acceptable pour la droite religieuse et pour la droite ultra-religieuse. Netanyahou avait réussi à devenir ce trait d'union entre les différentes droites. Il faudrait quelqu'un qui puisse avoir un profil comme cela. Vous savez qu'on on parle beaucoup de l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat. Il est vrai que Nir Barkat peut avoir un profil de ce genre. Il a montré à Jérusalem qu'il était tout à fait capable d'animer en quelque sorte une large coalition de ce type. Alors je ne sais pas encore quel va être le destin de Barkat dans la nouvelle Knesset, et je ne sais pas non plus si Netanyahou veut faire de lui son héritier, s'il s'est résolu à se chercher un héritier, mais disons qu'il peut avoir certains des atouts nécessaires. Michel Gurfinkel, la question qui se pose aussi, c'est que c'était quand même déjà les 3e élections en un an, et que le taux de participation a été plutôt élevé, alors que normalement on aurait plutôt dû s'attendre à ce que les Israéliens en aient marre de voter. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'explique de deux façons. La première façon, c'est que c'est vrai que les Israéliens en avaient marre, et que les Israéliens qui, je le répète, sont sociologiquement plus à droite qu'à gauche, se sont dit, nous allons nous mobiliser un peu plus que les 2 fois précédentes. C'est la première réponse et la plus évidente. Maintenant, il y a une autre explication qui a été avancée ces derniers jours, dont je ne sais pas ce qu'il faut penser, mais je la cite parce qu'elle a été mentionnée à plusieurs reprises. On dit que Netanyahou et l'ensemble de la coalition de droite auraient utilisé des logiciels qui ont permis de repérer les électeurs, ces électeurs potentiels, et de les joindre, de les toucher, de les motiver pour aller voter, pour ne pas être tenté par, je ne dirais pas l'abstention, mais simplement la négligence pendant ce jour électoral. Les célèbres applications électeurs. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en est véritablement. Je mentionne simplement qu'on a commencé à en parler beaucoup les derniers jours, et que effectivement on a assisté à une bien meilleure mobilisation
dans l'ensemble de la droite israélienne que dans l'ensemble du centre et de la gauche israélienne. Donc, il y a peut-être une question à poser sur ce plan-là. Je précise que c'est un logiciel qui semble être parfaitement clean, puisque c'est simplement un logiciel qui permet de repérer un électorat potentiel. Disons que les partis politiques ont toujours fait ça par recoupement divers depuis plusieurs décennies. Simplement, maintenant, on le fait de manière un peu accélérée à travers des algorithmes. Merci beaucoup, Michel Gurfinkel, d'avoir été avec nous ce soir pour clore cette soirée électorale, cette soirée spéciale sur Judaïque FM. Mais on réembraye dès demain matin, Alexis. Et oui, vous allez travailler chez Eva, mais moi aussi d'ailleurs. Merci à nos partenaires de Studio Kalita qui nous ont accompagnés tout au long de cette soirée avec les décryptages en direct des Jérusalem, les personnalités politiques israéliennes qui sont intervenues à notre antenne aussi à Paris. Merci à la technique, à nos chers Avner Azoulay et Louis Chabin, sans qui la jonction aussi avec Studio Kalita à Jérusalem n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à toutes les équipes, bien sûr, de Judaïque FM. Merci aussi à Gil Michaeli, notre ami, directeur général du magazine Causeur, qui nous a accompagnés tout au long de cette soirée. Je rappelle, le numéro 77 de votre magazine est consacré à Michel Onfray, avec un texte spécial d'Alain Finkielkraut sur l'affaire Griveaux. Vous voyez, ça va nous changer, ça va changer vos lecteurs des élections israéliennes. Et enfin, merci bien sûr à toutes les équipes de la rédaction qu'on va retrouver sur le pied de guerre demain matin chez Eva. À partir de quelle heure ? On se retrouve à partir de 8h30. Voilà, 8h30 avec une série d'invités prestigieux, notamment israéliens, bien sûr, en direct de Tel Aviv et de Jérusalem, pour commenter ce qui est quand même un suspense électoral. Bah oui, parce que parfois on se réveille, j'ai envie de dire, parfois on se réveille on s'endort avec l'un et on se réveille avec l'autre. Qui sait, ça pourrait arriver. En tout cas, Leila Tov Eva, Leila Tov Gil, Leila Tov à tous nos auditeurs. Et on se retrouve dès demain, bien sûr, à 6h avec le journal de Radio J. Vous êtes bien sur Judaïque FM, la radio du judaïsme français.